est très heureux de renouer avec la tradition des rencontres de l'IET qui s'était vraiment perdue pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer depuis plusieurs années. Enfin, plusieurs mois plutôt. Enfin, plusieurs mois, enfin quand même, toute l'année dernière, il n'y en avait pas eu. Voilà. On a dû annuler celle de Philippe Cobert, c'est un signe. Ouais. Voilà. Et donc, merci aussi à Romain d'avoir pris cette initiative. D'inviter Georges et David. Je voudrais aussi remercier Céline d'être avec nous. L'événement est évidemment co-organisé par l'IET et par la Théâtrothèque. C'est quelque chose de très essentiel. D'ailleurs, donc, avec votre autorisation, l'événement va être donc enregistré pour en avoir des traces, puisque l'une des vocations de la Théâtrothèque, c'est justement aussi de garder ces traces, et c'est très important. Voilà. Qu'est-ce que je dois dire comme autre mot d'introduction? D'abord, merci évidemment à nos deux intervenants et invités d'être avec nous, d'autant que la période est dense. Vous allez filer immédiatement après pour vous préparer pour la représentation de ce soir. Je ne sais pas si parmi les personnes qui sont dans le public, il y en a qui ont déjà vu l'Île d'Or, peut-être en partie, pas tous, le service culturel. On peut faire un petit sondage. Pardon? Il y en a qui ont travaillé sur le décor. Ah ouais, en plus, ça c'est trop génial, c'est trop sympa. Peut-être elle va aussi témoigner. Il y en a qui ont vu le spectacle? J'espère bien, oui. Oui, enfin, il y a une propédeutique aussi, c'est une manière de... Voilà, le service culturel a bloqué des places, on va aussi y retourner. Moi, j'y retournerai avec un groupe en janvier, lors de la reprise. Alors... bon, je ne sais pas, je vais peut-être poser une première question, mais je veux dire, tu prendras le... Présente peut-être. Ah oui, oui, absolument. Oui, pour nous. D'ailleurs, j'en parlais avec Sylvie Chalaï tout à l'heure au téléphone. Oui. Mais c'est vrai que sur l'affiche, on aurait presque pu mettre... En énorme David, voilà. Et en énorme Georges. Voilà. Et puis l'Île d'Or et Théâtre du Soleil, parce que... la jeune génération, enfin nous, Romain et moi, qui sommes vraiment très vieux, on a vu Georges dans les Shakespeare, il y a littéralement 40 ans, et évidemment c'est une figure, et puis dans tous les autres après, enfin donc c'est, voilà. Donc Georges, tu es un comédien, voilà, un compagnon de route du Théâtre du Soleil de très longue date, même si tu as aussi ton propre, voilà, tu as aussi ton parcours, et ça, peut-être tu vas nous en parler également. Romain t'a connu dans d'autres contextes, justement, dans le sud de la France. Donc David, tu es le scénographe de l'Île d'Or. Je suis constructeur. Voilà, d'accord, ok. Et, la scénographie est signée d'ailleurs par Ariane. Depuis le départ de Guy Claude, il n'y a plus de scénographe. Oui, c'est ça. Ce travail qu'il faisait à deux, entre Guy Claude et Ariane, est passé sur les épaules d'Ariane, en concertation avec l'équipe technique, qui a eu aussi une mutation en deux temps. C'est-à-dire qu'à une époque, on avait un directeur technique qui faisait un gros lien entre Ariane et l'équipe technique. Le directeur technique est parti, donc on n'a plus de directeur technique. Donc tout ça, c'est redispatché, encore une fois. C'est passé entre Guy Claude et Ariane. Entre Ariane, le directeur technique, et un peu nous, et c'est passé directement entre Ariane et nous, qui est une collaboration qui peut être assez beaucoup plus dense et demander beaucoup plus d'engagement qu'auparavant, mais qui est très intéressante et très enrichissante. Ouais. Donc en fait, la scénographie est signée par elle, mais c'est vrai que c'est une collaboration plus globale. Oui, c'est vraiment... Et qui englobe aussi les comédiens, en fait. Parce que c'est vrai que c'est un des cas particuliers du Théâtre du Soleil, c'est que les comédiens font aussi beaucoup de choses au niveau des décors. Ouais. Et des costumes. Et des costumes, oui. Et des costumes. Ils sont pas partie prenante que de la création sur le plateau, mais vraiment de tout ce qui y touche. Ouais. Et ça, de l'entretien du théâtre. Et de l'entretien, mais ça c'est après. Ouais. Bah, ça fait partie. Ah oui, ça fait partie. C'est la première chose qu'on apprend au Théâtre du Soleil, c'est à prendre le balai et à nettoyer. Ouais. Hein, comme Yoshio Ide parle de ce plateau qui est si important, il faut sacraliser. Au Théâtre du Soleil, on apprend à balayer le plateau pour le respect. Oui, c'est très... Et aussi, on apprend à utiliser et nettoyer les chiottes publiques. Tout à fait. Et c'est une chose très importante et qu'il faut, quand on est 80 dans le même lieu à répéter, et au Théâtre du Soleil, moi je fais un retour après 30 ans d'absence. Et donc... en fait, quand je jouais à Richard II, dont tu parles, personne ne voulait laver les chiottes.
Donc, comme je jouais le roi, j'ai décidé de faire les chiottes. Voilà. Et donc, tous les jours, je faisais les chiottes. Et c'était très, très important. Et pour le public, pour l'accueil du public. Parce que l'accueil au Théâtre du Soleil, c'est la chose la plus importante, l'accueil du public. Et donc, j'avais lu que le Mahatma Gandhi, quand il allait dans un village pour apporter sa vision du monde, la première chose qu'il faisait, et il demandait aux gens qui le suivaient, sa femme, Nehru, tout ça, on fait les chiottes, les latrines. Et croyez-moi, les toilettes en Inde, c'est pas toujours facile à aborder. Et donc, mais bon, je parle de ça, je ne veux pas monopoliser là-dessus, mais c'est quelque chose d'entretien. C'est une maison, et le Théâtre du Soleil, c'est une maison de théâtre. Et je me rappelle, on cherche toujours la perfection sans l'obtenir, et Ariane souhaitait toujours qu'il y ait un carreau de cassé. Parce que il faut que dans une maison, il y ait quelque chose qui... Voilà. Mais on fait au maximum. Imaginez quand il faut aller enlever les toiles d'araignée qui sont en haut des fermes et tout. C'est du boulot, hein, l'entretien. Voilà. Et puis ça ramène, et puis les chiottes, ça peut être symbolique, mais ça ramène vraiment à quelque chose où on est tous identiques, on est tous pareils. Il n'y en a pas un qui doit se dégager d'une corvée par rapport à une autre parce qu'il est mieux que l'autre, en fait. On a des responsabilités, des engagements différents. On a des capacités différentes les uns les autres, que ce soit dans un domaine au niveau de hiérarchie, je veux dire artistique, au niveau compétences et ce qu'on peut donner sur un plateau ou dans un atelier. Il y a des choses qui nous ramènent à la simple chose qu'on est tous égaux, en fait. On est sur un salaire identique au Théâtre du Soleil. Et ça, on est sur des choses. On prône ce qui est affiché sur notre façade. Oui, liberté, égalité, fraternité. Donc voilà, l'égalité, elle est là, et l'égalité est là pour tout, en fait. Et donc les chiottes, c'est la base. Voilà, c'est quelque chose de et puis ça ramène à quelque chose de très basique. Hein. Oui, voilà. Et donc, quand je suis rentré au Théâtre du Soleil en 1981, je crois, enfin le Shakespeare c'était en 81, c'était ça. Travail égal, salaire égal. Et il n'y a pas de femme de ménage. Voilà. Donc, pour en revenir sur ce que disait David, mon compagnon, à l'époque, il y avait Guy-Claude François, au niveau qui dessinait, on va dire en tant que ce mot, comment tu as dit, scénographe. C'est un mot qui existait à l'époque. Mais il faut dire que Guy-Claude François, en fait, le Théâtre du Soleil, c'est du fait main. Du fait main et du fait... mais c'est de l'artisanat, dans ce cas-là, quelquefois beaucoup plus professionnel que le professionnel. Hein. Donc, c'est du fait main. Donc, moi, j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'entendais à l'époque, quand j'étais un jeune homme, j'avais 27 ans par là, 26 ans, et j'entendais dire, oui, Guy-Claude François, il faisait partie de la troupe, puis un jour, Ariane a vu qu'il faisait bien les décors, elle lui a dit, va passer des diplômes à la fac d'architecte pour apprendre à faire tout ça. Et donc, il a été passer des écoles, et après, c'est lui qui a fait l'architecture, qui a recréé la salle du Palais des Papes à Avignon pour notre venue, 2 fois, qui a créé Bercy, par exemple. Enfin, voilà, mais c'est au départ du fait main. C'est comme Erhard Stiefel qui fait les masques, qui est aujourd'hui au Japon sacré monument, un trésor vivant, qui a eu en charge par le ministère de la Culture japonais de recopier, de faire des copies des masques ancestraux qu'on peut presque plus toucher parce que sinon ils vont tomber en poussière. Au Japon, ces masques-là, ce sont des collections qui sont familiales. C'est pas des collections qui appartiennent à... C'est des collections qui sont familiales puisque les gens qui pratiquent ce théâtre-là sont des familles. C'est des transmissions de père en fils sur beaucoup de formes. Même si maintenant quelques femmes arrivent à faire des choses, ce qui est fabuleux, mais malheureusement, malheureusement, heureusement, en tout cas, ces collections-là, quand elles sont familiales, en fait, elles sont vraiment... Ça a permis aussi d'avoir une vraie protection de certaines collections, en fait. Et Erhard Stiefel, qui est considéré comme trésor vivant au Japon... Il est trésor vivant. Il a accès à certaines collections, et parce qu'il a cette reconnaissance de cet art, fait des recherches pour maintenir... garder aussi une trace, pas que de l'utilisation du masque, mais de la fabrication, de comment c'était fait. Donc, il fait que ça lui a permis d'avoir accès, et d'avoir encore accès aujourd'hui. Et c'est un des rares seuls à avoir accès à des masques et de pouvoir, comme dit Georges, les recopier. On fait les copier. Voilà. Et tout ça, donc, c'est parti du fait qu'il faisait partie de la troupe. Il n'est pas venu pour être facteur de masque au départ. Et c'est
Il faisait quoi dans la troupe? Il était membre de la troupe, je sais pas, je n'étais pas là. Mais il jouait. Mais il s'est mis à sculpter, à faire des masques, d'abord la comédie, et petit à petit, il est. Mais il y a aussi eu des choses avant. Hein. Il y avait dans Molière, il y avait dans le film Molière. Je sais pas si c'est lui justement qui. Ah bon, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà tout ce que je voulais mettre l'accent sur le côté humain, fait main, et je faisais une petite parenthèse parce que tu me disais que. Enfin, je voulais parler de ça, on va continuer avec David, mais attends, je vais juste finir là-dessus. Et c'est parce que tout d'un coup, une des raisons pour laquelle je suis revenu après 30 ans, c'est pour retrouver d'abord un travail collectif et aussi parce que j'ai un grand questionnement sur la place de l'acteur de théâtre dans notre société. Et dans les théâtres même, dans cette pléthore de centres dramatiques régionales, nationales, écoles nationales, régionales, tout ça, je me demande où il y a une place pour l'acteur. J'ai moi-même fait des mises en scène, mais je suis un homme de théâtre. J'ai pas envie qu'un mec dans un ministère et tout dise que je suis metteur en scène ou acteur. C'est mon domaine, c'est pas le leur. Donc, on a fait des tas de métiers de la culture. L'art de l'acteur, après toi tu parleras, l'art de l'acteur, c'est pas un métier, c'est un art. C'est une expérience de vie, c'est s'engager quand on est jeune, et puis après on va dans l'océan. Et en France, on a la chance d'avoir ce statut. Quand j'ai rencontré Romain, j'étais professeur à temps partiel à l'université de Bordeaux 3, où quand je suis arrivé, je ne savais même pas ce que voulait dire le mot « UFRE ». Et donc... mais ces jeunes gens, il y en a qui me disaient, moi je veux avoir le statut. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça, le statut? Je veux être intermittent du spectacle. C'est un statut, comme retraité. C'est pas un métier, intermittent du spectacle. Alors très vite, c'était énervant, on nous appelait les termites du spectacle. Je me suis moi-même surnommé comme ça. Et c'est vrai que c'est très important ce statut pour les artistes, pour les techniciens, pour tout le monde, mais c'est pas... Alors à force de vouloir nous protéger, on nous a mis dans des lignes comme ça, là, et puis on peut plus en sortir après. Et c'est nous qui devons décider. Et j'ai travaillé dans beaucoup de centres dramatiques nationaux en tant qu'acteur. Il n'y a pas un endroit pour s'échauffer. Il n'y a pas un endroit pour faire autre chose que ce qui est prévu. Pourquoi? Parce que le directeur, il est directeur. Le directeur technique, il gère les plannings. Donc quand vous voulez une salle pour vous échauffer, ce qui est le travail d'un acteur, chauffer son corps, sa voix, avant de jouer. Même si on fait du théâtre naturaliste, où on dit « passe-moi le sel, tiens, machin ». Il faut se chauffer, se préparer. On ne passe pas du métro, ni de je ne sais pas quoi, au plateau. Si nous, on ne se lave pas, on ne se prépare pas, le public, il va... voilà, c'est pas un job, quoi. Et donc, on vous dit, ah non, la salle, elle est occupée parce qu'ils sont en train de mettre des trucs dans la... Et il n'y a pas d'endroit. Et sur le plateau, je peux aller sur le plateau? Ah non, parce que les techniciens font leur pause déjeuner, là, et puis ils vont nettoyer après. Alors, on ne s'échauffe pas. Hein? Et alors, les danseurs, ils ont un lieu à l'opéra, vous allez voir, il y a des salles pour s'échauffer, ça s'appelle le cours, là, la barre. Les musiciens, ils ont des salles de répétition, mais nous, les acteurs, on doit arriver sur le plateau comme ça. Alors, il y en a plein qui tombent dans le piège, qui passent de fumer une clope. Ça va, t'as vu la série, machin? Oui, mon âme s'en va là-bas, machin, truc chouette. Hein. Et voilà, et le public, il est là, il a payé sa place, il dit, j'ai payé, je reste. Et puis à la fin, il fait, ouais, c'était génial, et j'ai compris. Enfin, j'ai rien compris, mais ça fait rien. Hein. Et voilà, donc je caricature, mais on est un pays dans lequel il y a un... Pas loin, hein. Je finis juste sur le passage. On est dans un pays dans lequel les citoyens français, avant certainement que certains d'entre vous soient nés, ont décidé de se faire un cadeau, de créer ce qu'on appelle un ministère de la culture, qui s'appelle aujourd'hui ministère de la culture et de la communication, je ne vois pas ce que ça vient foutre là-dedans, et un ministère des arts, ça devrait s'appeler, mais ce n'est pas un dû. Quand il y a des jeunes metteurs en scène qui disent « moi, je veux mon théâtre, je veux ça, je veux ma subvention », ce n'est pas un dû. Ça appartient au public. Et quand le public se dit
c'est chiant le théâtre, ou c'est pas pour moi, c'est trop dans la tête, ou je sais pas quoi, et ben ça donne quoi? Les gens, ils s'échangent plus, et ils vont voter comme vous savez ce qu'ils votent. Hein, voilà. Donc, on a une responsabilité énorme aujourd'hui de replacer, non pas le metteur en scène, non pas le directeur du théâtre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce que le public sait la logique du programmateur, directeur de centre dramatique, ah oui, il a invité ça, et ça, et ça, et ça. Alors, c'est là leur création. Non, non, non. Le public, il a besoin d'être ensemble, de se rencontrer. Et aujourd'hui, il faut... la place, c'est nous qui sommes sur scène. C'est nous qui sommes en face de vous. C'est pas le metteur en scène. Lui, il fait sa place, puis après, c'est à nous. Alors, avec Ariane, c'est un peu différent. On en reparlera. Ariane, elle fait tout pour ça. Même si elle est extrêmement dirigiste. Et ça, je peux vous dire que c'est pas de la tarte. Mais elle cherche ça. Et pourquoi elle veut qu'on ait notre place? C'est pour vous. Quand vous rentrez dans le théâtre, et quand elle va décider de l'alignement des tables pour le moment où vous allez ouvrir la porte pour aller manger votre nourriture japonaise que des gens spécialistes sont en train de faire et que ce soit pas cher, et elle lâche pas, c'est pour vous, pour que le public puisse se sentir à la maison, et le temps d'oublier un peu le bazar, le Covid, tout ça, s'assoit et reçoivent ce qu'on va lui offrir. Voilà, je te passe la parole. C'est presque essayer de faire au public ce qu'on fait nous quand on arrive dans la journée en fait. Enfin, quand je dis nous, mais bon, c'est plus les comédiens que nous, hein, mais les comédiens ils arrivent, ils passent par un processus où ils font des choses. Il y a les notes, il y a une mise en place, il y a des choses à faire à la maison, entretenir la maison, ranger la maison. Et ça passe par un process où doucement, doucement, en fait, ils basculent vers la préparation mentale pour le spectacle. Et ce qui est fait au Théâtre du Soleil, c'est que le voyage, il commence pas juste assis dans les gradins, tomber du mouchard habillé, et ça commence. L'ambiance, elle commence le plus tôt possible. Et là encore, je trouve que pour les extérieurs, on n'a pas trop débordé. On est vraiment minimaliste cette fois-ci par rapport à d'autres fois. Mais le but, c'est que le voyage commence le plus tôt possible. Pour que vous commenciez à rentrer dans quelque chose le plus tôt possible. Et que ça se fasse presque malgré vous, en fait. Et c'est vrai que c'est nécessaire. Alors c'est vrai que pour moi, ça me choque. Parce qu'on fait beaucoup d'accueil. Hein, et ça me choque quand on voit arriver des compagnies qui jouent. Et quand le spectacle se fait sur 2 parties dans la soirée. Et quand tu sais que le comédien qui joue en deuxième partie, et voire en fin de deuxième partie, arrive une demi-heure avant de jouer, alors que ses collègues sont déjà là, tu te dis, bon, là quand même, j'ai pas été éduqué de la même manière en fait. Et je vous dis ça, je suis technicien, hein, je suis pas comédien. C'est pas si fréquent quand même. Mais moi je l'ai vu. C'est pas l'éducation que j'ai reçue. Je l'ai vu à Chaillot quand il jouait Hamlet, quand Vitesse jouait, j'allais boire mon café avant d'aller. Quand Vitesse dirigeait Chaillot, je bois mon café. Je vais au café en face de Chaillot, et qu'est-ce que je vois? L'acteur qui joue Hamlet, qui est en train de boire son café. Non, c'est pas Gérard de Sartre. Je dirais pas de nom. C'est pas Gérard de Sartre. C'est extraordinaire qui est mort. Et c'est quelqu'un qui est mort, mais ouais, très bon acteur. Mais j'ai rien compris, moi. Qu'est-ce qu'il fout là? Au café. Fontana. Mais non, faut pas dire des noms. C'est bon. C'est pas l'important. C'est un exemple. Non, mais c'est des éducations. Un très bon acteur. En fait. Mais enfin, si je peux me permettre de rebondir, parce que ce qui était très beau dans ce que vous avez dit tout à l'heure, et qui se rejoint, mais pas au même endroit, c'est que c'est très important que tu sois avec nous en tant que constructeur, parce que l'une des choses caractéristiques de ce lieu, c'est cette espèce d'écosystème, si je puis dire, employer un mot à la mode, enfin bon, mais en tout cas, on fabrique à côté de là où on joue, enfin, je veux dire, c'est un endroit où il y a tout côte à côte, les ateliers, la musique, les cuisines, etc., le plateau, bon, les costumes, et alors, et c'est pareil, quand tu expliques, Georges, que le comédien a à voir avec la conception même de l'espace dans lequel il joue, puisqu'il va chercher, ça c'est le travail d'improvisation, j'imagine, ou le travail de création des scènes, où vous allez fouiller, chercher tel accessoire, proposer telle chose. Justement, comment se fait cette interaction? Ça, c'est intéressant. Il y a deux niveaux de construction, en fait. Enfin, je parle au niveau des décors, il y a 2 niveaux de construction. Parce que moi, j'appelle l'écrin. C'est les murs, le ciel, le sol. C'est l'écrin au comédien. C'est ce qui sert à mettre les bijoux en valeur. C'est vraiment, moi je l'appelle toujours l'écrin. Pour moi c'est la boîte. Pour moi c'est un écrin. C'est comme vous achetez une belle bague ou une belle montre. En général, quand c'est très joli, en général, on sent qu'il y a eu autant. Si ce n'est bon, pas autant, mais presque l'attention nécessaire à ce que la boîte soit très belle aussi pour mettre en valeur le contenu. Donc nous, le décor pour nous, c'est vraiment correspondre aux visions qui nous sont demandées, mais à la fois être au service d'eux, au service du metteur en scène et au service du comédien, pour arriver à se rapprocher le plus possible de ce qu'est la projection du metteur en scène, d'arriver à ce qui est pas spécifique chez nous, c'est-à-dire que les comédiens fabriquent des décors pendant leur improvisation, et quand ils sont validés en fait,
mais soit on a eu le temps en amont de les aider à ce que la construction soit le plus proche de la perfection pour qu'elle reste, soit on n'a pas eu le temps, à ce moment on doit les reprendre derrière, mais sans enlever la magie qu'eux y ont mis de manière, je vais dire un gros mot, non professionnelle. Ça reste pas non plus, voilà, même si au Théâtre du Soleil, il y a beaucoup de comédiens qui ont beaucoup de compétences au niveau de construction de décor, mais nous on essaie de repasser derrière pour ne pas enlever cette magie-là et garder quelque chose qui va durer dans le temps. Et donc on est sur deux rôles, et aider les comédiens à construire, ou construire pour les comédiens, et construire pour la mise en scène. Il y a deux niveaux, pour la metteur en scène, il y a deux niveaux en fait. Voilà, c'est vrai que c'est particulier en fait. Et donc les comédiens sont tout le temps dans l'atelier, ils ont un espace qui est à eux, dans l'atelier, qui est l'atelier des comédiens, où ils construisent, où ils viennent fouiller, ils viennent faire, parce qu'effectivement, les improvisations ne se font pas avec, en imaginant ce qu'il y a derrière en fait. Moi, je suis arrivé au Théâtre du Soleil au mois de septembre 2011, et un des premiers décors que j'ai vu faire, c'est par Duccio, un des comédiens, à l'époque des éphémères, je ne sais pas si vous avez vu les éphémères, d'entre vous, où en fait, cette scène se passait dans une pizzeria. C'est une scène qui n'est pas restée malheureusement après le départ d'un des comédiens. Une scène qui se passait dans une pizzeria, et en fait, c'était sur deux chariots. À l'époque, c'était des chariots qui rentraient, qui sortaient, qui étaient ronds ou carrés. Là, c'était deux chariots ronds. Et ils ont passé une semaine à faire leur pizzeria pour rentrer sur scène. Et la scène, au bout d'un quart d'heure, a failli partir en fait. Mais pour autant, en fait, ils y ont passé une semaine à faire ce décor-là en fait. Parce que l'atelier, c'est menuiserie, ferronnerie, enfin, qu'est-ce qu'il y a comme l'atelier, il y a menuiserie, ferronnerie, il y a lumière, il y a accessoires et patines, il y a, il y a peinture, résine, il y a plein de choses. Tout. Mais atelier de musique, de là où j'ai compris pour construction moi, des instruments. C'est que ces 2 semaines-là aussi à travailler sur ce décor-là aussi, c'est aussi se mettre dans quelque chose. C'est aussi le travail de, après avoir discuté avec Duccio, c'était aussi la vision d'Ariane qui a du mal à, des fois à se projeter sans voir les choses presque de manière réaliste. Mais à la fois aussi, c'était un travail aussi pour le comédien de s'accaparer l'espace, de travailler sur l'espace et de nourrir aussi ses personnages en fait. Donc tout ça, c'est un cheminement qui est assez particulier au Théâtre du Soleil. Des choses qu'on ne voit pas forcément dans beaucoup de compagnies en fait. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est très intéressant même pour nous, en tant que techniciens, de les voir travailler comme ça en fait. Ça montre une implication et ça nous... je sais que moi, ça me force moi à avoir un engagement vers mon travail qui est encore plus important que si je l'avais fait dans l'atelier où je ne voyais pas les endroits se démonter. Voilà. C'est vrai que ça amène à nourrir et ça amène à s'enrichir de l'autre en fait. Tout simplement. Je crois que Georges s'est levé, il veut intervenir. Ouais. Une chose très importante pour moi, en tout cas, à mon petit niveau. Tu viens de prononcer le mot de compagnie. Alors pour compagnie, c'est formidable. Comme, avec, pagnie, pagnon, pain. C'est lui avec qui tu partages le pain, c'est ça au départ, je crois, hein, pour les érudits. Hein, okay. Alors, je ne comprends pas pourquoi il y a 5 milliards de compagnies en France. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, compagnie. Généralement, compagnie, c'est un mec et une administration, une dame et un administrateur, et ça rentre dans des statuts, et après on cherche des subventions, on fait compagnie. Mais il n'y a pas de troupe. Troupe, c'est Théâtre du Soleil. C'est aussi petit théâtre de pain. Maintenant, il y a un mot moderne, c'est collectif. Mais la troupe, ça, c'est un mot. Compagnie, c'est... Et alors, dans une troupe, bon, là, il y a Ariane Mouchkine, mais il y a d'autres troupes où il n'y a pas de chef, comme le petit théâtre de pain. Ils sont collégiales sur les décisions. Quand il y en a un qui fait la mise en scène, il est le patron, le chef du spectacle, de la mise en scène. Mais le ministère, il veut qu'il y ait un ou une. C'est une vieille histoire. Et ça devient insupportable. Absolument. Qui sont ces gens dans leur costume, derrière leur bureau, qui veulent... Pourquoi c'est plus pratique pour eux? Parce qu'ils parlent toujours avec le même. Hein. Et puis la presse, elle veut un ou une. Elle veut pas un groupe. Alors que le théâtre, c'est ça, c'est ensemble. Et moi, j'ai créé des ensembles, justement, à Chicago, à Los Angeles, à Actors Studio, le théâtre Y à Chicago. Et je leur disais, on va appeler ça un ensemble. Alors, n'allez pas chercher, il n'y en a pas de subvention dans votre pays, aux États-Unis, donc c'est pas la peine. Allez vers le public. Allez-y, dans la rue, n'importe où, allez-y, créez votre théâtre, trouvez un lieu, une église désaffectée, un truc comme ça. Et petit à petit, c'est le public qui va vous faire vivre. Et ça, il y avait ça en France avant. Et maintenant, alors bien sûr, le ministère de la Culture et de la Communication, c'est formidable et tout, mais quelles sont les possibilités pour les jeunes gens de se fédérer? Et puis alors, toutes ces écoles nationales, ils sortent avec des diplômes. Il y a des diplômes d'acteurs maintenant. Alors, ils sortent, il faut bien qu'ils vivent. Alors, quand ils ont 20, 25 ans, c'est bien. Mais après 30, 40 ans qu'ils font des familles,
Comment ils font? Parce qu'il n'y a pas du travail pour tout le monde. Et puis ils sont soumis au pouvoir. Parce que c'est quoi l'histoire, hein? C'est le pouvoir. Parce qu'il y a le pouvoir politique, mais il y a le pouvoir culturel. Attention, ça c'est un peu planqué et ça ramasse. Donc, il y a des écoles qui sont dans des dynamiques collectives. J'espère. Limoges, j'ai enseigné à Limoges, ouais. J'ai enseigné quand il y avait Anton qui a dit. Et effectivement, les élèves, il y a des écoles qui. Mais là, je ne parle pas dans le détail, il y en a 2, 3. Mais même ces jeunes gens, quand ils sortent de là, avec leur diplôme, ils s'imaginent qu'ils vont tout de suite. Et ça devient très difficile. Donc, ils créent des collectifs, mais ces collectifs ne sont pas reçus par le ministère. Ils veulent la troupe de bidule, le metteur en scène. Et on sait que, au début de l'histoire du Soleil... Donc, compagnie, troupe, c'est pas pareil. Parce que Ariane refusait. Le ministère lui demandait, dans les années 70, encore 60, d'être là. En fait, dans les premières années, elle ne voulait pas. Et donc, ça posait un problème institutionnel pour la suspension. C'est intéressant. Oui. Le Théâtre du Soleil, c'est quand même très, très lié à sa personnalité. Mais bien sûr. Oui, à l'origine. Cela dit, pour la cuisine ou pour le songe ou pour les clowns, dans les premières années, sincèrement, regardez le bouquin de Béatrice Picon-Valin, elle l'explique très très bien. À l'origine. J'ai la chance de rencontrer Jean-Claude Pinchena il y a quelques mois, et qui nous expliquait quand même qu'au départ du Théâtre du Soleil, le sens du collectif, même s'il y avait la direction d'Ariane Mnouchkine, le sens du collectif et la responsabilité collective et individuelle dans le collectif était vraiment très forte. Bien sûr, et ça, au fur et à mesure des années, Ariane a pris de plus en plus de place dans les choix. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi je suis parti en 1992 aussi, c'est que j'avais besoin de respirer, d'autres choses, d'aller vers... j'avais des auteurs, d'autres textes, et puis le sentiment d'avoir donné tout mon jus et de me renourrir, et à un moment donné, je sentais que, voilà, ça c'est personnel. Mais c'est vrai que, Ariane a une place... Mais bon, moi qui viens de revenir, c'est vrai que 30 ans après, je retrouve ça, c'est pas rien, et Ariane, tous les matins, on fait une rencontre, avec toute la troupe, c'est 9h, c'est pas 9h01, et elle prend la parole, nous parle de ce dont elle a envie de nous parler, du monde, de tout ça, et puis du programme de la journée, et ça se passe comme ça. Voilà. Il y a d'autres manières, effectivement, comme je citais le Petit Théâtre de Pin, en fait, je suis le parrain de cette troupe, je leur ai dit, il ne faut pas de chef. Voilà. Et donc... Alors évidemment, quand on décide de la peinture, de la couleur des peintures des volets, ça met 2 jours. Mais pour les autres choses, c'est une troupe qui existe encore. C'est une troupe... Il y a 30 ans, vous aviez... C'était la même organisation. Il y a 30 ans, 9h du matin, elle faisait son speech. Ah oui. Ah oui, c'était... déjà, on était beaucoup moins nombreux. Pour les Shakespeare, on était une vingtaine d'acteurs, même pas. On était 15 et puis 2-3 stagiaires. Ils sont 35 sur le plateau. Et puis la troupe, on devait être une quarantaine. Maintenant, aujourd'hui, on est 80. Le double, quoi. Ouais, et On a été plus. Et sans on était... et là, il n'y avait pas tout ça. Et là on faisait des spectacles qui duraient 4h30. Mais je vous assurais que quand on avait les mises à faire, c'était balayer tout le plateau en tapis coco, l'accueil en tapis coco, passer l'aspirateur avec 2 aspirateurs, et tendre toutes les toiles qui tombaient là. C'était un travail, les toilettes, tout ça pour l'accueil du public, faire les sandwichs, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cuisine comme ça. On arrive pour jouer à 18h30, on arrivait à midi et on n'arrêtait pas. Il y en avait 1 heure de pause avant. Mais effectivement, le grand capitaine, la grande timonier, ce qui en agace beaucoup, et d'anciens aussi, c'était Ariane. Et ça, elle pense comme ça. Effectivement, le surnom qu'on lui donnait, c'est Dieu la mer. Ou bon, voilà. Mais c'est enregistré. voilà, mais je sais, j'assume, Ariane.
Mais, hein, que je dirais, je l'assume aussi. voilà. Et donc, mais c'est comme ça. C'est Ariane. Et là, même c'est Ariane puissance 20, là, quand j'ai vu. C'est-à-dire que, vous voyez, elle serait venue là. Non, cette table n'est pas bien mise au bon endroit. Il faut la remettre là. Qui s'occupe des tables? Voilà. Donc, effectivement, les gens qu'on connu comme Philippe Caubert, Pinchenat et d'autres et tout ça, eux, ils étaient à un autre, ils avaient ils étaient dans les mêmes âges aussi. Hein. Donc il y avait, oui. Je pense qu'il y a une mutation qui s'est fait aussi par des départs. Oui. Parce que mine de rien, tu parles d'une époque, effectivement, ils étaient sur quelque chose de plus égal, je pense, parce qu'en fait, les responsabilités étaient partagées. Donc, certes, à l'époque, elles faisaient la mise en scène sans forcément être au-dessus de tout le monde. Puis certains faisaient les décors, certains faisaient des choses. Donc tout ça était plus réparti. Je pense qu'il y a eu des départs. Et puis les départs font que des fois tu peux remplacer, et des fois tu peux pas remplacer. Et des fois tu remplaces pas, et puis d'autres personnes prennent des choses. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure, en fait, on va parler d'autres inquiétudes pour moi l'année dernière qui sont passées en éclat cette année, mais le fait que des gens s'en aillent ou des gens reviennent, quand les choses se sont... quand une personne s'en va et que ses compétences et ses responsabilités sont redistribuées, et quand on te reparle de remplacer cette personne, tu te dis, oh, je peux perdre, parce que ce qu'on m'a donné peut redisparaître. Là, à l'époque, effectivement, les gens sont partis, n'ont pas forcément été remplacés, et qui fait qu'il a peut-être fallu... ce que je me dis, c'est que je ne suis pas sûr qu'elle ait pris le livre. Je pense qu'il y a des choses qui, des fois, s'imposent à toi, parce que des choses se font, et qui fait qu'après, tu rentres dans quelque chose où c'est compliqué de... Enfin, c'est une mutation, je pense, qui s'est fait malgré la troupe. Et aussi malgré la troupe, tu veux. Et qui fait qu'aujourd'hui, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, voilà. Et puis mine de rien, moi, si on me dit aujourd'hui que je peux signer pour avoir la même dynamique à son âge, je signe de suite. Parce que quand je vois ce qu'elle est capable de faire en création, où là, on sort d'une création, et on le reprend... là, en ce moment, on a une troupe brésilienne avec qui elle a fait une comédie musicale au Brésil sur une pause, pour s'ennuyer, du coup, elle est hyper active. Elle est partie au Brésil, elle a fait une comédie musicale. Elle est partie au Brésil, elle a pris 25 comédiennes, et puis elle a fait une comédie musicale. Elle est revenue, enchaînée sur autre chose. Voilà, donc là, en ce moment, on les a, donc il a fallu compléter le décor pour nous, et puis elle refaire des répétitions. Donc en 2 spectacles, elle a l'énergie dingue. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui s'imposent, et puis après, voilà, c'est... Et donc, je voulais juste dire... Une mutation qui va dans un sens, et qui pas forcément dans un autre, mais qui fait qu'au bout d'un moment, elle n'est pas éternelle. Touche du bois, oui. Voilà, mais qui fait que cette compagnie va devoir muter encore une fois, à un moment donné. Parce qu'elle ne sera plus là, en fait. Et elle mutera comment? Elle mutera sur une personne? Sur plusieurs? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira, en fait. Et attends, je voudrais juste finir là-dessus, c'est que nous aussi, si Ariane est Ariane, c'est que nous ne sommes pas des anges non plus. Hein? Et c'est-à-dire que si elle arrive à se faire respecter par des zigomards comme moi et d'autres, c'est qu'il y a des raisons. Hein? C'est quand on dit oui, Ariane, ok. Mais sinon, on dit jamais oui d'emblée. Hein? Donc, surtout quand j'étais plus jeune, là, il y avait une bande de SACOM et elle était, excusez-moi, non, je vais mieux parler. Vous êtes des étudiants, je dois mieux parler. Mais, et je parle bien des fois, quelquefois. Mais non, on était très exigeants. Donc, comme elle répond si on sentait qu'elle nous envoie dans le mur, ça passait pas. Après, il y a comme il parle de départ, il y a des gens qui, tout d'un coup, se fâchent ou sont rentrés avec les yeux émerveillés puis qui n'ont pas supporté ça. Oh, comme toi, soit arrivé au bout. Et moi, quand je suis parti, je suis vraiment parti. Lâche, je me casse. Mais maintenant, je suis revenu. Voilà. Mais... Il y a quand même 2 départs au Théâtre du Soleil. Mais j'attends, je finis. Tu as un départ où tu te quittes parce que tu sens que tu es arrivé au bout de quelque chose. Et comme disait Georges tout à l'heure, comme partout. Tu as besoin de te ressourcer, de te renourrir pour peut-être revenir un jour. Je ne suis pas parti fâché, moi. Voilà. Je ne suis pas parti fâché. J'ai mis 1 an après avoir annoncé mon départ. J'ai fait bosser les acteurs qui m'ont remplacé dedans. Et j'ai attendu 1 an qu'il y ait une pause de 3 mois pour partir. Voilà. Et j'interviens juste. Vas-y, interviens. Parce qu'il est insatiable. Vous voyez, je l'avais comme enseignant, donc il y a 25 ans. Tu me dis il était aussi insatiable. Mais il nous faisait quand même faire la prière au soleil dans l'herbe mouillée à 8h du matin. Donc, il se souvient on de a ça. appris beaucoup de choses. Bon. D'abord, c'est pas une prière, ça s'appelle un salut. Salut. Il n'a rien compris, ce jeune homme. Tu reprends tes études. Je vais le faire après. Je te donne pas le diplôme. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, je pense qu'il y a un élément important, c'est le lieu. C'est extrêmement rare, mais même dans le monde, d'avoir un directeur ou une metteur en scène
qui dirigeait un lieu pendant 40 ans ou 45 ans. Mais est-ce qu'on peut revenir sur l'île d'Or? Parce que l'idée, c'est de leur parler aussi... Oui, pardon. Mais vous êtes excusé 1000 fois. De leur parler de cette dernière création et de d'où c'est venu. Le voyage. Voilà. Et puis, la gestation forcée, j'ai envie de dire, sur 2 ans, puisque la création a été repoussée. Ça, je pense que c'est quelque chose de particulier. Les origines, je pense que les gens plus en parler, parce que je pense que les origines japonaises, tout ça, c'est vraiment des choses très, très... au tout début de la construction d'Ariane. Et ça, Georges est mieux placé que moi, en fait, pour en parler. Alors, je vais essayer. Et les amours de ces formes-là. Donc, la grande différence déjà pour moi, c'est que quand j'ai quitté ma maison de théâtre, parce que c'était ça à l'époque, le Théâtre du Soleil ne m'a jamais quitté à l'intérieur de moi. Même si je travaillais avec Declan Donlan, Stuart Side, Wajdi Mouawad, j'ai toujours amené cette exigence. Et quand je parle de certains théâtres, ou quand vous travaillez avec un metteur en scène et qui vous adressez au public, mais la lumière, et vous lui dites mais on ne me voit pas. Il me dit si, je te vois. J'ai dit oui, tu vois mes jambes. Moi, si je parle au public, il faut que le public voit mon masque, même si j'en ai pas, même si je fais une pièce d'Edward Bond. Il faut que je puisse parler aux gens. Là, tu me mets tout en contre. Alors, il fait sa mise en scène. Et puis on est dans... Alors là, il faut discuter avec quelqu'un qui est metteur en scène et qui s'en fout un peu. Les acteurs sont dans son décor. Hein. Alors ça, il y en a plein des comme ça. Des gens super, hein, moi j'adore, mais à un moment donné, bon... Donc là, j'ai fait une digression. C'était quoi? Ouais. Donc j'arrive. Et à l'époque, donc ça m'a jamais quitté le Théâtre du Soleil. Hein. Pourquoi tu reviens à l'île d'Or? Voilà. Et donc... quand je suis parti, on travaillait sur des textes. Il y avait des pièces de théâtre. Shakespeare, l'histoire terrible mais inachevée de Nordom Sihanouk d'Hélène Cixous, l'India d'Hélène Cixous, les Atrides, Échille, etc. Là, moi j'ai vu les spectacles du Théâtre du Soleil entre-temps et les créations collectives, ce qui est une chose tout à fait différente, bien que quand on travaillait Richard II, c'était une création collective. On avait le texte à la main, comme ça, on prenait le temps de dire voilà, mon âme, et de trouver la forme, on concoctait ensemble et on avançait avec Ariane. Là, c'est des créations collectives sur l'écriture aussi, et l'écriture plateau, ce mot aussi à la mode que j'ai découvert. Pardon, une parenthèse, vous étiez vachement plus à nu à l'époque au niveau de la scène. Alors, l'espace à l'époque, ce qu'on appelait le décor, c'était toujours un espace vide. Et on y posait une table pour faire un trône. On trouvait un espace qui racontait une métaphore du Cambodge, une métaphore de l'Inde, sur lequel on posait les accessoires essentiels. Pour le Richard II, c'était une grande table qui représentait le trône. On arrivait comme si on était à cavalcade, on sautait dessus. Moi, je montais sur le trône comme ça. J'avais un trou pour mettre mon sabre. Crac, et on lançait la pièce. Les gens avaient compris, c'est le roi. Il n'y a pas besoin de tout le décor, machin. Et il y avait des serviteurs noirs. On appelait ça des serviteurs de scène. Déjà, Ariane, elle avait son idée des koken, qui se dit en fait kuruko, maintenant. Et qui portait ou qui aidait, comme dans le théâtre No. À un moment donné, Richard II enlevait tous ses attributs, parce que tous ces attributs royaux, moi je m'étais couvert de tas de costumes, et il y avait un gars qui faisait tous les nœuds pendant que je laisse mon royaume de je sais pas quoi, et tout tombait comme ça. Et, excusez-moi, c'est pas du tout ça le texte, mais j'ai honte d'avoir dit ça, merde. Et mon âme est un champ de bataille d'où ma pensée n'émerge qu'au prix d'un massacre de désir. Non, ça c'est l'Indiade. Alors, ça a muté au niveau du spectacle. Donc on arrive à l'île d'Or, et là, moi je découvre ce qui est appelé une création collective. J'ai pas tout de suite saisi, parce que j'allais j'essayais de trouver des textes qui s'adaptaient à tout ça. Mais alors, la proposition d'Ariane, effectivement, elle nous a parlé d'abord, on devait partir au Japon, tous ensemble. Pour créer. Pour rencontrer des gens et commencer à répéter. Pour se nourrir. On l'avait fait pour se nourrir. On avait passé un mois en Inde, à Pondichéry. Pour se nourrir, les comédiens ont travaillé le terukutu, qui est une forme, qui est le petit frère pauvre du kathakali.
ou le grand frère plutôt, c'est pas le petit frère, c'est le grand frère, parce que, du Kathakali. Et donc les comédiens se sont nourris de formes, à l'époque pour une chambre de formes théâtrales indiennes. Nous les techniciens on est allés se nourrir aussi d'artisans, de choses, de déco, visuellement, de recherche de matériaux ici là. Et on devait faire ce travail-là pour le Japon, pour la chambre, pour l'île d'Or, pour se nourrir et pour partir du postulat qu'elle nous donne à chaque fois qu'on fait une création. En fait, à chaque fois qu'on création, en fait, elle nous décrit un lieu ou quelque chose qui nous sert à réfléchir, qui nous sert à réfléchir. En général, cette discussion-là, on l'a à la fin de l'exploitation du spectacle précédent, quand elle sent qu'elle a fait le tour et qu'elle est assez précise dans ce qu'elle veut, même si c'est des fois très flou, elle nous le donne et nous on réfléchit dessus, puis on se retrouve soit avec des voyages individuels, soit avec un voyage collectif. Et là, ça fait 2 spectacles où c'était parti pour faire des voyages collectifs. Et donc voilà, je te laisse. Et on n'a pas pu y aller à cause de ce qui nous est tombé dessus dans le monde, voilà, le Covid. Et ça a été annulé. Et donc, on a commencé à faire des rencontres avec Ariane par téléphone dans les endroits où chacun, quand on a tous été confinés, il y en a qui sont restés à Paris, d'autres qui sont partis à droite, à gauche. Et il y avait des Zooms, et on commençait à échanger. Et Ariane nous a mis tout de suite au travail, je pense, dans mon souvenir, si c'est juste. Tu me diras. Hein, Oui, c'est ça. Et on a commencé à faire des recherches. Alors, elle a parlé que l'histoire se passerait dans une île au Japon, en gros. L'île de Sado. L'île de Sado, c'est là où on devait passer un mois. Ouais, elle a été dans l'île de Sado, mais elle n'avait pas dit l'île de Sado à l'époque. Elle disait une île. Enfin, moi, j'avais compris peut-être qui devait ressembler un peu à l'île de Sado. Voilà. C'est pas forcément Sado, mais c'était voilà. Et donc, il y avait cette idée d'une île imaginaire, voilà, où on allait raconter. Est-ce que le Théâtre du Soleil, finalement, cherche... Alors, est-ce qu'il y réussit ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, cherche à raconter le monde dans lequel nous vivons et d'apporter ce qui lui semble bon d'apporter au public. Voilà. Après, il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui ne comprennent pas, il y a des gens qui aiment. Ça, c'est un autre choix. C'est un autre sujet. C'est une liberté. Voilà, mais donc là, c'est très vaste, cette île imaginaire, où il y avait une histoire d'un bateau. Hein, c'est ça. Il y avait un bateau qui serait apparu et sur lequel il y aurait, en gros, tous les méchants du monde. C'est-à-dire qu'en fait, non, c'est pas tous les méchants du monde, mais il devait y avoir un milliardaire aurait invité de tas de personnalités du monde politique, sportif, culturel, show business et tout, pour aller à l'inauguration des Jeux Olympiques de Tokyo. Voilà. Et puis une île traditionnelle avec des gens qui ont gardé un rapport ancestral au théâtre, à la musique, à la danse, à la pêche, à la vie. Entre un naufrage ou un kidnapping, quelque chose qui faisait que ces gens étaient coincés sous cette île. Et donc, et le bateau, elle ne savait pas pourquoi, parce qu'Ariane est quand même assez visionnaire. Je pense qu'aussi pas mal d'artistes le sont, finalement. Inconsciemment, elle ne savait pas, mais elle disait, à l'époque, il n'y avait pas encore le Covid, hein, quand elle parlait de ça, avant qu'on parte au Japon, elle parlait de ça. On ne sait pas pourquoi le bateau est bloqué, mais il est bloqué devant cette île. Il y a eu un problème, un truc comme ça. Et ça, c'était avant que le Covid se déclenche. Alors évidemment, le Covid se déclenche, et très vite, Ariane nous a dit, on ne va pas raconter une pièce sur le Covid, hein, hors de question. Donc on a commencé à... Alors, ce bateau ressemblait aussi étrangement à ces 3 bateaux, ou je ne sais plus combien ils sont, que les Japonais ont vu arriver quand les Américains sont venus et ont bombardé une ville, je ne sais plus laquelle, pour dire, bon, maintenant, si vous ne voulez pas qu'on rentre chez vous, on rentre de force. Hein. Et c'était des bateaux noirs, parce qu'ils étaient couverts d'un produit qui permettait de... Voilà, c'est ça. Et donc, ça rebondissait sur plein de choses. On parle de l'ouverture du Japon au 19e voilà, parce mais on les a forcés. Hein. On les a forcés, parce que les Japonais, ils n'avaient pas du tout envie de s'ouvrir avec ça. Hein. Donc, petit à petit, c'est raconter l'histoire. On a fait des brigades. Alors, les brigades, ça allait sur la Chine. Alors, la Chine ancestrale, la Chine moderne, le Covid, comment ça s'appelle
Wuhan, les États-Unis, l'Europe, la résistance, tout. Le Covid, mais les femmes, tout. Voilà. Donc on faisait des brigades, on choisissait, on faisait des recherches sur Internet. Ah, ça, c'est une grande différence aussi pour moi qui était le Théâtre du Soleil à l'époque moyenâgeuse. C'est quand je suis arrivé, ils sont tous... Là, vous dites une chose, ça part sur les portables. Alors, effectivement, moi, j'ai dû m'adapter, parce que jusqu'à maintenant, quand je travaillais, je dis toujours, non, moi, je n'ai pas Internet, je ne veux pas de ça, je veux pas... Vous m'envoyez des lettres, vous me téléphonez, mais pas des mails. Là, je ne réponds pas aux mails. D'ailleurs, j'en ai 6 000, 7 000, là. Alors, au Théâtre du Soleil, par contre, c'est les mails tout le temps, parce qu'effectivement... Donc, maintenant, c'est comme ça. D'ailleurs, vous verrez dans le spectacle, la présence du téléphone est là comme un personnage important. Et je pense, par rapport à ce que je vous ai dit, au mot communication, là, tout à l'heure, j'ai pas de réponse là-dessus, c'est bizarre. Alors, on a des WhatsApp, là. Alors, mais t'as pas regardé WhatsApp? Ah ben non, ah oui, il faut que je regarde WhatsApp. Et c'est marqué tout, les choses importantes, les choses moins importantes. Et donc, on est dans ce monde-là qui va très, très vite. Et le théâtre a besoin aussi de s'arrêter, de rêver, de se dire « Ah ben, je sais pas, moi. Ah tiens, je vois ça, ça me fait penser à ça. Pourquoi? Ah ouais, tiens, je vais aller regarder ça. » Donc, ce temps, voilà. Ce temps dont on a besoin. Vous avez eu un long temps. Alors, on a eu un long temps, mais qui a été toujours dans une urgence incroyable. Pourquoi? Parce qu'on savait jamais. Nous, on vous dit qu'on a commencé avant le Covid. On a commencé avant le Covid, en fait, et on s'est arrêté 2 semaines avant le premier confinement. Parce qu'effectivement, l'enfant d'un des comédiens était dans une classe où c'était fermé pour cas de Covid. Donc on s'était dit à l'époque, bon, on va prendre 2 semaines. Et comme ça, on est tous sûrs qu'on n'a pas fait de bêtises. On prend 2 semaines. Après 2 semaines, on fait des tests. Et si tout va bien, on se retrouve et on redémarre. Sauf que le confinement est arrivé, en fait. Et on s'est retrouvé à s'être arrêté, peut-être pas 2 semaines, mais 1 semaine avant le confinement général. Donc on s'est fait rattraper par le confinement. C'est le seul où on a effectivement pas travaillé sur place. À la fin du premier, avant de reprendre tous ensemble, en fait, une petite équipe est venue et on a poussé les murs du théâtre, en fait. C'est qu'habituellement, si vous voulez, on mange dans une pièce qui est plus petite que ça. La moitié, je dirais. On mange tous là-dedans. On est tous serrés. C'est ce qui fait partie aussi du... Voilà. C'est le foyer, on est tous là. Les comédiens se maquillent sur des tables qui sont, comme celle qui est en face de Georges, en double ou aussi grande que ça à 4, sur 2 de chaque côté, des fois 6, en temps normal, parce qu'en fait, en début de création, ils ne sont pas dans leur loge. Ils sont sur des loges de campagne. C'est une tradition. Donc c'est une table particulière où ils sont tous serrés. En création, on est en salle de répète, là, on n'a pas pu y aller. À la base, oui. À la base, en salle de répétition, sur des loges de campagne. Là, cette fois-ci, en fait, il a fallu réfléchir à comment travailler. Donc en fait, on a poussé les murs. C'est-à-dire qu'en fait, les comédiens ont commencé sur le grand plateau. Chose qu'ils font rarement, en fait. En général, ils sont en salle de répétition. À partir du moment où il y a une étape qui est assez intéressante pour Ariane, et à un moment où nous avons travaillé sur une partie du décor, et qu'elle veut tester tout ça, voir si ça marche bien ensemble, savoir si la mayonnaise elle prend ou pas, elle revient faire une étape de travail, et puis elle repart en répétition, et les techniciens corrigent ce qui va ou ce qui ne va pas, et elle, en salle de répétition, corrige ce qui va ou ce qui ne va pas dans sa vision. Là, on n'a pas pu le faire, en fait. À aucun moment, les comédiens ont pu partir en salle de répétition, hormis pour faire des stages de danse, de tambour, ou des choses comme ça. Donc c'est un travail qu'on a fait, c'est une création qui a été sous une forme très différente d'habitude. On a poussé les murs, les comédiens étaient à 2 par table, on a monté des tentes à l'extérieur pour manger à des distances suffisantes. On a mis un protocole en place qui était fait pour qu'on puisse travailler sans s'arrêter, en se disant que à tout moment, un confinement général pourrait revenir, en fait. Quand Georges vous dit qu'on était en urgence, c'est que nous, en général, on sait qu'on a une création, c'est 9 mois la technique, on sait qu'on a à peu près 6-7 mois de création de décor, où on sait à quel rythme on peut aller, et on sait qu'à un moment donné, ça s'accélère, en fait. On a travaillé, je vais parler pour moi parce que je ne peux pas parler pour eux, mais à la technique, on a travaillé dans l'urgence de se dire que la première est la semaine prochaine, toutes les semaines. Donc physiquement, on a travaillé pendant 1 an, mais intensément, c'était dur, très dur, avec des nombres de personnes un peu plus limités que d'habitude, parce que c'était assez compliqué de trouver du monde, mais qu'a fait qu'on a eu beaucoup de stagiaires. On a presque pris plus de 60 stagiaires sur la création, à tout niveau que ce soit en couture, en atelier, en administration, en cuisine. On a eu plus de 60 stagiaires, chose que j'ai jamais fait
depuis que je suis là, depuis 15 ans, en fait, j'ai jamais vu. On en a eu une dizaine, une quinzaine, un grand maximum. On a fait plus de 60. Ce qui était intéressant aussi, parce qu'on était un des rares théâtres à pouvoir accueillir. On a eu beaucoup d'écoles avec qui on travaille qui nous appellent en disant j'ai des stagiaires, mais ils ont pu commencer une semaine, là ça s'arrête, le théâtre ne veut plus les prendre. On voit. Ce qui a permis plein de choses en fait, c'est très intéressant pour nous. Mais c'est vrai que c'est une création qui était complètement dingue et complètement folle au niveau de l'intensité en fait. Donc certes, c'est une création d'un an et demi même, au lieu de 9 mois, mais qui en intensité, pour moi, c'est comme si j'en avais fait 2 en fait. En tout cas, voilà. C'est comme ça que je le ressens. Voilà. Donc une urgence au quotidien. À la technique, mais je pense qu'ils avaient la même au plateau. Oui, on était soumis, parce que tout le théâtre, l'administration, on ne parle pas d'administration aussi, hein. L'administration, toute l'équipe en urgence. D'ailleurs, on est toujours en état d'urgence, parce qu'à peine on vient de créer l'île d'Or, et on se dit, waouh, on va pouvoir arriver à 15h pour jouer à 18h30. Eh ben non, il faut venir avant, parce qu'il y a le décor des comadresses. Voilà, il y a la troupe des Brésiliennes qui devait être là avant le Covid, et puis qui maintenant est là. Donc, mais ça, moi, j'ai jamais connu le Théâtre du Soleil pas en état d'urgence. Il y a toujours un truc derrière. Donc là, après, quand les comadresses s'en vont le 1er janvier, normalement, on est en rythme de croisière. Mais que va-t-il se passer? Ça m'étonnerait. Il va falloir préparer la tournée. Et puis, voilà. Donc, et Ariane est au taquet là-dessus tout le temps. Voilà. Donc, elle a géré. Donc, elle nous a mis au travail, hein, par un Zoom. Et donc, c'était. Puis après, on se rencontrait. Alors, elle parlait. Et puis, les gens parlaient aussi. Certains arrivaient à s'exprimer, d'autres pas. Avec quand on s'exprime par Zoom, il y a toute la troupe en face qui vous regarde, et puis Ariane, et vous pouvez vous prendre un scud, hein. Faire attention à ce que vous dites. Et en même temps, la parole était libre, donc il y avait Et quand vous vous retrouvez, c'est quoi le processus? Est-ce que le processus change? Alors, en fait, non, en tout cas pour les acteurs, je passe la parole pour la technique. Moi, effectivement, je vous dis, la différence, c'est qu'il n'y avait pas de texte, mais au fait, il n'y a pas de différence. On va au plateau, on propose. Alors, tout d'un coup, quand on s'est retrouvé, le lieu de l'accueil où il y a le bar et tout ça, là, c'était une énorme espèce d'université. Il y avait Ariane a créé avec... c'est un truc qui est créé depuis pas mal d'années, je crois, une roulotte bibliothèque. À un moment donné, j'ai trouvé ça très beau. Elle était stockée dans l'atelier. Il y a des livres extraordinaires là-dedans. Et puis alors, on peut aller consulter. Alors évidemment, c'était beaucoup sur le Japon. Et puis tout le monde était sur ses ordis. Puis on essayait d'écrire des scènes. Et puis alors, on se proposait, tu veux pas, je voudrais jouer j'ai envie de jouer ça, tu peux venir avec moi. Alors on commençait à écrire des scènes. Alors évidemment, pour certains, il fallait prendre des cours pour utiliser le clavier là, pour aller vite pour écrire. Et après, on se disait, il faut faire des décors. Je disais, quoi, il faut faire des décors? Bon alors, comment on va faire? Par exemple, personnellement, je voulais faire une scène de kabuki avec un camarade. Et je disais, tiens, ça faudrait que ça soit une rue. On avait vu une photo comme ça d'une rue. Donc on a été voir... David, on a pris des panneaux en plastique qui traînaient je sais pas où, puis on en a mis 3 d'à côté, et ça faisait, et puis pas trop loin du public pour transposer ça. Après, quand il y a un moment donné, il fallait un hélicoptère. Pareil, Duccio a été voir David et l'équipe. Martin, des 2 techniciens qui ont fait un hélicoptère avec une grue. Au départ, c'est des prototypes. On avait une vieille grue de cinéma qu'on a fabriquée pour plusieurs films. Ça fait 2-3 spectacles qu'on ne fait pas de film du spectacle, mais on a pris l'habitude de... Souvent, Ariane a pris l'habitude de faire un film du spectacle après, de transposer, de transformer un peu, de faire un film. Et là, ça faisait un petit moment qu'on n'en faisait pas. Et cette grue traînait là, en fait, et on a transformé la grue en hélicoptère. Et si on voulait un sous-marin, on aurait fait un sous-marin. On aurait fait un sous-marin. Moi, à un moment donné, je voulais faire ça, À l'atelier, on n'a peur de rien. Voilà. Donc, on va voir, et on dit, on voudrait faire. Alors, au début, il te dit, démerde-toi avec du carton. Et puis après, il regarde, et si ça tient. Et puis, les scènes... On propose des scènes à Ariane. Alors, la différence aussi, c'est que, moi, je n'avais pas saisi ça tout de suite, c'est qu'on propose des scènes, mais Ariane ne les travaille pas tout de suite. Elle ne fait pas comme quand on répétait des grands textes, où on passait la journée sur une scène, qu'on reprenait, plusieurs essayaient, et
jusqu'à ce qu'une distribution vienne par évidence. Mais là, c'est très différent. Donc, c'est d'abord l'écriture, avant le travail. Évidemment, quand c'était tout d'un coup Ariane, quand quelqu'un a des difficultés, va essayer de le positionner pour qu'il puisse jouer, ou le faire tout d'un coup, c'est bien. Elle a son son minimum, comme elle dit, donc elle range, c'est filmé. Hein. Moi, j'ai connu Théâtre du Soleil où toute caméra était interdite, même professionnelle. Là, il y en a partout, tout est filmé, tout est enregistré. Et donc on peut, et en plus c'est visible le lendemain ou le soir même pour qu'on voit un peu. Donc il y a une espèce de travail d'énormes cerveaux là de création, et on voit, puis après petit à petit des personnages naissent. Il y a eu d'abord des sagas de personnages. Je crois que pendant toute la période des répétitions, on aurait pu faire un spectacle de 1 ou 2 mois avec tout ce qui a été créé, 1 ou 2 mois non-stop, tellement il y a eu de choses créées. Puis petit à petit, Ariane a sculpté là-dedans, pris ce qu'il a... Alors là, c'est Ariane, c'est sa création, c'est sa vision, c'est elle qui choisit, c'est fait avec les gens qui sont là. Il y a des Afghans, par exemple, dans la troupe, et c'est parce qu'il y a des Afghans, ce serait des Maliens, ce serait des Maliens, ça raconterait autre chose. Ça serait beaucoup de Bretons, ça raconterait autre chose. Là, il y a beaucoup de Brésiliens, c'est fait main avec ce qu'il y a. C'est le théâtre au présent de ce qu'est le Théâtre du Soleil. Je crois qu'Ariane a essayé à ce que tout le monde puisse s'exprimer dans le spectacle. Et puis, il y a eu... comment raconter cette île, l'espace, et la chose très importante qui est arrivée assez vite, qui était dans sa tête. Nous, on la voyait des fois discuter avec notre camarade David sur ces espèces de chariots avec 2 pneus là, et qui servent qui devaient être... Au départ, cette chose-là, c'était pour construire des plateaux. Mais alors, comment on fait un plateau de Nau, comment on l'installe, et comment de Théâtre Nau, et comment on l'enlève en 30 secondes. Alors, voilà. Parce que c'est justement à ce propos, je vais poser une question qui fait raccord. Et puis, pour gérer le timing, peut-être on peut se dire une dernière chose, et puis après on passera la parole à la salle, parce que j'imagine qu'il y a des questions. Mais donc cette dernière chose, c'est marqué conférence. Ce qui est vraiment très remarquable dans Livre d'Or, c'est effectivement le rythme. C'est très très fort, enfin c'est lié à la musique, on le sait bien, il y a une très longue histoire avec Jean-Jacques, etc. Mais ça concerne en particulier cette magie du ballet des changements de décor. Et je me demandais, voilà, si on pouvait parler un instant de ça. Il y a une autre chose, moi, qui m'a frappé dans le spectacle, mais tu viens d'en parler d'une certaine façon, c'est le mélange des langues. Ça, c'est vraiment impressionnant. C'est particulièrement impressionnant dans ce spectacle-là. C'est aussi un miroir de la compagnie. Oui, c'est ça. La compagnie, en ce moment, je pense qu'on doit être Et peut-être de notre société. Ouais. Oui, mais ça, forcément. Parce que la compagnie, forcément... Parce qu'il y a 9 langues dans le spectacle, si je me souviens bien. Je sais pas. La troupe, je vais arrêter de dire... La troupe est forcément un reflet... le spectacle est un reflet de la troupe, et la troupe est un reflet... Là, en ce moment, je pense qu'on doit être à peu près à 20-25 nationalités. Ouais. Moi, quand je suis arrivé en 2006, je pense qu'on était beaucoup plus que ça. Ouais. Beaucoup plus que ça. Et beaucoup plus de ça que quoi? Beaucoup plus de nationalités. Ah oui, bah déjà, moi... Et la règle de base, c'est d'apprendre le français. Voilà. Même pour les Français. Hein. Même pour les Français, ouais. Pour moi, ça a été très dur à l'arrivée. Donc, sur cette histoire de rythme, par exemple, parce que là, c'est le rythme, oui, si tu veux, si vous voulez, pour moi c'est un spectacle qui représente... Pour moi, il y a des spectacles comme ça où, pour moi, les changements de décor et les comédiens sur le plateau sont presque sur une épopée, en fait. Je ne sais pas si ça vous parle, quoi. C'est quelque chose de... Il y a un engagement du corps qui est... sur les changements de décor qui est assez phénoménal. Et autant je vais revenir juste avant, Une chambre en Inde n'était pas, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de changements, il y avait très peu de changements de décor. Autant Macbeth avant, pour moi, était très beau visuellement au niveau des changements de décor, parce que pour moi, c'était des tableaux. Je ne sais pas si vous avez vu Macbeth, c'est vraiment des tableaux. Il y avait beaucoup de changements de décor, mais pour moi, c'était des tableaux. Il n'y avait pas une épopée dans les changements. Un engagement autant. Sur les naufragés, certains d'entre vous l'ont vu, il y avait cet engagement du corps des comédiens dans ces changements-là qui était indispensable pour servir le spectacle. Là, on le retrouve dans le Livre d'Or. Et c'est vrai que pour nous, Georges vous dit qu'au niveau du postulat, il change pendant la création de ce qui se passe autour de l'eau. Là, c'est l'arrivée du Covid. Sur Une chambre en Inde, c'est les attentats qui ont tout bouleversé et qui ont changé le postulat.
l'ont fait évoluer en tout cas. Là, ça a été le Covid. Et forcément, le postulat change, ce qui doit le spectacle raconte change, et donc forcément, la vision du lieu où ça se passe pour Ariane change. La vision du lieu où on est actuellement, en fait, c'était le point de départ, c'était un hangar en Corée, en fait. Un hangar d'un couple pêcheur d'algues en Corée, où elle a passé un moment, en fait, où elle s'est dit, en fait, voilà, ça va ressembler à ça. Le lieu où se passe l'histoire va ressembler à ça. On est passé de 2 hangars l'un à côté de l'autre, avec un qui était comme un hangar où vous avez les bateaux à l'eau, et un où les bateaux passent en cale sèche. Voilà, c'était genre, je vous dis ce qui nous est raconté à nous quand on se projette. Hein. Parce que forcément, elle nous raconte des histoires qu'on doit s'accaparer pour projeter, faire des propositions. Donc on est parti là-dessus. On est parti là-dessus en se disant, bon, ben, dans le hangar où c'est en cale sèche, en fait, eh ben, sur l'île, en fait, ils ont le monsieur qui est là, en fait, qui a ce hangar, eh ben, il a une passion pour le no et le kabuki. Et en fait, dans un de ces hangars, en fait, il a construit il a construit un plateau de no. Voilà. Et il y a un plateau de no qui est là. Et qui est au service de tous ceux qui pratiquent du no et de gens qui viennent répéter des choses ici et là. Et puis le postulat a changé parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas avoir un plateau de no posé en plein milieu de la scène tout le temps en fait. Ça ne marchait pas en fait. Pour raconter les scènes qui sont arrivées proposées par les comédiens, ça ne marchait pas. Donc il a fallu transformer ce plateau fixe en quelque chose de mobile et d'évolutif et qui pouvait changer de forme et raconter un ponton, raconter un plateau de no, raconter, voilà. être au service encore une fois que ces modules-là soient au service de ce que les comédiens veulent raconter en fait. Et donc ça s'est transformé en chariot. Et ces chariots, ça nous a pris presque 1 mois et demi pour les finaliser en fait. Pour arriver au fait que, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, qu'on est au service du metteur en scène et au service du comédien, c'est que notre travail à nous, c'est effectivement d'arriver à projeter la vision du metteur en scène, d'arriver à projeter la vision du comédien, parce que vous savez, le comédien a des visions aussi, on doit arriver à les rendre, à créer les volumes, à créer tout ça, mais aussi arriver à faire que pendant le jeu, il n'ait qu'une chose en tête, c'est le jeu. Parce que s'ils ne sont pas dans le jeu, et comment je vais prendre ceci, est-ce je vais arriver à le mettre là, est-ce que ça va tenir, est-ce que ceci, cela, tout ça c'est du parasite au fait qu'ils ne sont plus dans le jeu en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la préparation mentale qu'ils font, pour arriver à se dire je suis que dans le jeu, donc dans le personnage que je veux être, ou dans les personnages que je veux être et ce que je vais raconter, ne peuvent pas être parasités par techniquement quelque chose qui n'est pas précis ou qui n'est pas évident. Donc tout ce travail-là pour nous en fait, et c'est pas encore fini, malheureusement, il y a encore plein de choses dans le décor qui font que des fois malheureusement ils sont un peu en carafe. Tout ce travail c'est ça en fait. Et donc sur les chariots, ça a été une vision d'Ariane, on est parti sur sur le principe des tatamis en fait. Les tatamis au Japon c'est des proportions, c'est des formats qui sont particuliers. Donc là on est sur 2 pour 1, c'est le principe du tatami, vous en mettez 2 pour faire 2 en largeur pour faire la... Et donc on est parti là-dessus, on est parti sur quelque chose qui devait y ressembler, sur quelque chose qui devait être facile à utiliser. Alors ça s'est transposé en des chariots qui devaient ressembler un peu à des chariots que vous avez certaines fois dans des parcs à huîtres, des choses comme ça, ou pour les coquillages. Voilà, c'est une nourriture d'objets concrets en fait. C'est marrant parce que je pensais initialement que c'était une citation des chariots, des éphémères. Ah, pas du tout, pas du tout. On reviendra là-dessus, ouais, si tu veux bien. Pas du tout. C'est vraiment, elle est partie de ce milieu-là en fait. On était sur un hangar où le hangar de départ était des récolteurs d'algues, ça répète du coquillage, ça peut être des choses comme ça, et donc du coup, il y a une cohérence dans tout ça en fait. La cohérence, elle est hyper importante en fait. D'accord. Est-ce que je peux... Le vrai doit être là en fait. Je vais vous donner un exemple pour les décors. En fait, c'est le seul décor où on fait beaucoup de choses en faux en fait. Les 3 premiers décors où j'ai travaillé sur le Tête du Soleil, en fait, pour les naufragés, les verrières qu'on avait dans le bâtiment, en fait, c'était des vraies verrières. Avec des techniques de l'emmortaise, du vrai. Et il n'était pas question de faire du faux, c'était du vrai. Le décor qui est parti en tournée était du faux. En construction, c'est-à-dire que c'est du tasseau qui sont assemblés, faire des faux de l'emmortaise. Comme des plateaux et tout. Mais les éléments qu'on a rajoutés sur les 2 premiers spectacles où j'étais là, c'était que du vrai en fait. Que du vrai. Donc ça parle de poids, voilà. De structure, de rangement, de là c'est vraiment du faux. C'est-à-dire que si certains viennent pendant le spectacle et je suis dans les parages, ou si n'hésitez pas à demander à faire un tour en coulisses. Atelier en coulisses. Vous verrez, c'est du châssis en bois avec de la toile. Et c'est une vraie volonté pour Ariane. Pour Ariane, le travail de trompe-l'œil qui est sur les murs fait qu'on y croit, mais si à la fois le spectateur sent que ça bouge un peu, 90% du décor pour elle c'est du faux. La scène de la geisha, on sait bien que c'est un trompe-l'œil. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le châssis arrive, on sait bien que c'est un châssis. Après, il est soigné pour faire qu'à un moment donné, vous oubliez que ça devient un châssis dans la scène, parce qu'avec
avec la lumière et le travail de peinture qui est fait dessus, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est du vrai. Pour la scène des petites lanternes, les panneaux qui arrivent, c'est pas du vrai bambou, mais le travail de peinture est fait pour que ce soit du vrai. Mais dans le mouvement, le décor, le spectateur ne se raconte pas l'histoire, il sait que c'est du faux. Quand il est en place, avec la lumière, la scène se passe, on y croit. Donc sur ce spectacle-là, en fait, on est vraiment sur du faux, mais au niveau des objets dans l'espace, il est impératif qu'il y ait une cohérence par rapport au lieu. Donc on est parti sur des chariots qui étaient plus des chariots de manutention de coquillages, ou des choses comme ça, ou de filets. On s'est nourri de ça. On a fait de la recherche. Les roues aussi, parce que dans ces cas-là, quand tu es dans du sable, je trouve ça, c'est des roues qui sont assez grosses. Après, il y a un gros travail d'équilibrage aussi. Ces chariots-là, en fait, sont en aluminium, avec un plateau en bois qui est un matériau assez particulier, avec des roues. Et au bout de ce chariot, il y a 16 kg de plomb. Qui fait que quand les comédiens le prennent, le point de bascule fait que le poids bascule à l'avant. Donc il faut très peu d'efforts pour soulever le chariot. Et à partir du moment où vous le poussez légèrement, en fait, vous créez une inertie qui fait qu'en fait, le mouvement se fait assez facilement. Et comme le poids et le centre de gravité est assez bas, quand vous devez tourner ou pivoter, ben, ça se fait très facilement. Qui fait qu'au bout d'un moment, ben, les comédiens les prennent en main, et puis on a l'impression qu'ils ferment les yeux, et puis ça roule tout seul. Ça irait tout seul. Mais voilà, c'est une création avec eux, avec Ariane qui a appelé les comédiens en disant bon, essaye-les, voilà, dis-moi ce que tu en penses. Ouais, c'est voilà. Ça, voilà, c'est aussi la richesse de notre travail, c'est qu'on est tous les corps de métier sont les uns à côté des autres, et qui font que tout est lié, mais au quotidien de la création, c'est-à-dire au jour le jour en fait. À la différence de certains théâtres où les ateliers sont à Paris ou à d'autres endroits, et qu'effectivement, dans le gros des personnes qui fabriquent ces décors, une petite partie vont les monter et vont les voir, mais 80% de ceux qui mettent la main dessus ne les voient pas. Nous, on a la chance aussi de se dire qu'à un moment donné, la journée le permet, même si cette création-là, ça n'a pas été possible. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai quasiment rien vu avant la première. On essaie de s'échapper pour voir ce que donne le décor dans l'improvisation, en fait. Alors, quand on n'y arrive pas, nous, on envoie quelqu'un, et puis qui nous raconte, et puis on essaie de se fier à ce qu'il nous dit, et puis après, elle nous parle. Mais comme on a eu un retour en jeu, ben, du coup, on arrive à comprendre. Tout ça, c'est une création qui est assez particulière, parce qu'effectivement, on est tous liés, et on voit les choses évoluer, on voit les choses vivre, les choses être. Voilà. C'est vrai que c'est, en tout cas, pour la construction de décor, c'est assez indispensable pour nous, en fait. Merci. Pour avancer, en fait. Merci. Très précis. C'est intéressant. Georges. Oui, donc sur la référence ou non. Oui, donc, mais juste avant là, parce que tout ça, faut pas que ça fasse du bruit. Ah aussi. Ça c'est normal. Pour nous, c'est. Ouais, mais vous imaginez pas que pour que ça fasse pas de bruit, on n'a pas le temps, mais et même les trucs pour porter, que les acteurs portent. Porter ces chariots, c'est des tiges qui sont rentrées là-dedans, qui doivent pas faire de bruit, qui doivent juste se poser, ça doit s'enclencher. Enfin, c'est un... Ariane appelle, et c'est vrai, elle nous donne... En fait, moi, je retiens 3 mots de ce qu'elle a dit. Désir, horlogerie, ensemble. C'est une horlogerie, ce spectacle. Moi, je joue un personnage qui est visible, mais il m'arrive, comme tous les autres, de faire des choses que vous ne voyez pas. Par exemple, ouvrir ou fermer un volet ou une porte pour une entrée parce qu'elle doit être fracassante ou lente, ou porter un truc... parce que les loges, parce que tout ce matériel doit se ranger en silence. Hein, donc ça va être le problème pour les tournées aussi, parce que vous avez la salle, puis là, il n'y a rien, il y a des murs. Où est-ce qu'on va mettre? Nous, on a construit, dans la contrainte du Théâtre du Soleil, il y a par exemple des acteurs qui tournent, qui sont garagistes. Quand les types arrivent à fond, à fond avec le chariot, ça va vite, hein, c'est pas de la gnognotte. Et là, il va là, il y en a un qui le prend, et en silence. Non, c'est vraiment épique. Et donc, et tout ça, c'est toujours du fait main. Il n'y a pas de machine pour arrêter le bruit et tout ça. La fumée, c'est un acteur qui vient, qui est responsable de toutes les fumées, qui a ses machines. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est magnifique derrière. Moi, je regarde, j'aimerais filmer ça. C'est un ballet, c'est un orchestre. Ça fait 3 spectacles qu'on n'est plus en coulisses. Et je m'interroge, j'ai la chance du coup de redécouvrir le Théâtre du Soleil à ce moment-là, et c'est pour ça que je vais essayer de répondre à ta question. Effectivement, c'est quelque chose de spécifique à l'Île d'Or, ces décors-là, mais ce spectacle, c'est Ariane, c'est l'univers d'Ariane, c'est Ariane. Moi, je suis venu, en fait, pour répondre à la question, là, pourquoi je suis revenu, c'est pour remercier mon maître qui m'a tant apporté à l'époque, même si, à un moment donné, je suis passé tout à fait autre chose. Mais pour dire merci. Et je voulais, je ne sais pas si c'est sa dernière création ou pas, mais être présent avec elle, et j'avais ça en tête depuis des années. J'ai envie de retravailler, mais c'est compliqué. Est-ce que j'ai envie de vivre la vie de la troupe? Je ne sais pas, puis finalement, ça s'est fait. Donc, là, ce que je m'interroge sur tout ça,
au début de notre discussion, je lui ai dit c'est comme ça, patati patata, mais je continue à m'interroger en tant qu'acteur. C'est pour ça que, quelquefois un peu énervé, qu'est-ce que c'est que d'être un acteur? Qu'est-ce que c'est que d'être un metteur en scène? Qu'est-ce que c'est que d'être un directeur de théâtre? Voilà. Et donc, là, c'est Ariane, c'est le monde d'Ariane, et c'est là où il faut effectivement, madame qui parlait d'époque de Pinchna et tout, un jour, Cobert est venu nous voir, Philippe. Et il me voit là, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Georges? Je dis, ben voilà, je viens... Ariane, quand elle m'a dit, elle m'a repris dans ses bras, elle m'a ouvert la maison, puis elle m'a dit, tu prends ton jogging et tu viens comme d'habitude. Il n'y a pas... attention, c'est Georges Bigot, le retour. Il n'y a pas eu le retour du tout. Personne m'a fait... quelque part, pour nous, c'était agréable. Oui, mais bon, c'était... Moi, je suis revenu... Comme quand je suis rentré au Théâtre du Soleil, le Georges que j'étais, j'ai pas mis ce bazar-là. C'est pas évident à faire, je suis pas un ange. L'ego en prend... voilà. J'ai dit donc j'ai dit à Philippe, j'ai dit, mais pourquoi tu viens pas, toi? Écoute, regarde, putain, la dernière peut-être, viens. Ah, pourquoi pas? Puis bon, il est parti faire ses spectacles. Mais il n'y a pas beaucoup de mes anciens camarades qui... Myriam a essayé, mais elle est un peu plus vieille, puis elle a dit, non, moi je veux un texte. Et puis, bon, d'autres sont passés aussi. Mais de mon époque, moi, Maurice, mais Maurice, il est là depuis... Maurice a fait plusieurs créations. Quand il est revenu, il n'est pas parti longtemps. Maurice a fait plusieurs créations collectives. Mais voilà, Georges, c'est la première qu'il a voilà, fait. c'est la première. Quand elle est partie, Et donc, il m'a fallu Georges. m'adapter avec même des jeunes gens avec qui je travaille, qui n'ont jamais vu les Shakespeare, tout ça. Et qui disent, c'est qui ce mec-là, Georges Bigot, là Moi, je les ai pas vus, il mais est j'ai chiant, vu quoi, ou il est pas... Bon, voilà. Parce qu'il faut qu'on travaille ensemble. Donc, il faut prendre le temps de se connaître. Et bon, c'était une parenthèse. Mais par contre, je m'interroge parce que c'est Ariane. Et qu'est-ce que je vois? Au début, quand je me disais, attends, elle parle de cette île, à un moment donné, ah ouais, c'est l'âge d'or. Elle cherchait son titre. Et moi, j'avais envie de dire, l'île d'or, l'âge d'or. Enfin, mais c'est inconscient. Des années 70, Et c'est le spectacle que j'ai vu, moi, quand j'avais 70. Donc, ça veut dire quel âge? 73. Ouais. Voilà, bon, j'avais avoir 20 ans, un truc comme ça. C'est juste après 4 ans. J'étais en rupture de ban de la société, un banni du lieu, banni de tout, et des écoles, des machins, théâtre, voilà. Je viens voir ça par hasard, je vois l'âge d'or, et non seulement ce spectacle m'a fait comprendre que j'étais pas tout seul dans la vie, ça m'a donné de la force pour vivre, et je me suis dit, ça, c'est le théâtre. C'est pour me donner à moi, public, de la force pour mieux vivre. Et ça m'a complètement transformé. J'ai commencé à m'intéresser aux autres, à sortir de ma déprime, de ce monde de violence dans lequel j'étais. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Et donc, l'âge d'or. Ce spectacle s'appelle l'île d'or. Et ce que je suis en train de m'interroger et je découvre, c'est qu'en fait, il y a tout le Théâtre du Soleil dans ce spectacle. À un moment donné, il y a une actrice qui joue sur une musique de... comment ça s'appelle la musique récurrente, d'ailleurs j'ai oublié le nom, We'll Meet Again. Et elle a été chercher un vieux costume et c'est une de mes jupes dans Richard II. Et je vois, et c'est du no. Et nous, à l'époque, moi, je m'étais mis 9 jupes, c'était très lourd pour faire un akama. Et en fait, maintenant, il y a des vrais, j'aurais pas besoin de mettre 25 kilos de costume pour sauter. Mais, et j'ai dit, ah bah ouais, ça, c'est les Shakespeare. Et puis, effectivement, les chariots, et puis l'île d'or, l'âge d'or, et puis... le bateau avec les naufragés. Et puis les naufragés, et puis les masques, c'est les masques qu'on a, c'est tambour sur la digue, et le décor, et la musique, tout d'un coup. Et Ariane au milieu de tout ça, et, qui rêve. Et Ariane qui rêve au milieu, mais Ariane n'a pas décidé ça au départ, c'est ça. Et c'est parce que dans cette troupe, je redis bien ça, il y a des êtres humains qui, j'allais dire acceptent, mais qui choisissent, je dirais, quitte à passer par le chat de l'aiguille qui s'appelle Ariane, donc certains ne supportent pas, et certains anciens, qui se disent, ouais, je vais passer par ce chat de l'aiguille, des fois on est... Et qui choisissent ça, et qui maintiennent ce cap, jusqu'au bout. Je ne sais pas où est le bout, mais qui maintiennent ce cap.
pour prendre le navire. Hein. Alors on part, c'est toujours la joie du départ, il fait beau et tout ça. Puis alors comment ça tient en tempête, hein, mais ça tient, apparemment. Quelquefois, il y a des départs. Il y a des gens, je vous dis, qui partent mal, parce qu'ils partent en cours. Alors là, le bateau peut tanguer. Mais généralement, on arrive à remettre. Et Ariane nous ressort souvent la grande phrase. Là, c'est pas arrivé cette fois-ci. C'est arrivé avec une personne, mais on n'en parlera pas. Ariane nous dit, au théâtre, en tout cas en ce qui concerne les acteurs, personne n'est irremplaçable. Et ça, c'est vrai. Hein. C'est pas, aucun acteur n'est irremplaçable. Même si c'est le meilleur acteur du monde, un autre est irremplaçable pour jouer dans un spectacle. On peut très bien... Il y a des gens qui ont pensé, après moi le déluge, je me casse, ça va se casser la gueule. Ben, le jour même, ils étaient remplacés aussi bien, différemment, mais aussi bien. Voilà. Donc, évidemment, c'est difficile à accepter dans l'institution du théâtre. Moi, un jour, un acteur n'était pas là. Dans un autre, à Bordeaux, justement, au TNBA, ça bloquait la répétition. J'ai dit, moi, je peux prendre sa place, là, puis là, il reviendra, on répète sa scène. Du coup, moi, je me suis mis à jouer, et puis du coup, le metteur en scène a aimé, et puis il a gardé ça. L'acteur, quand il est revenu, il m'a dit, putain, t'as fait quoi? T'as répété ma scène? Voilà. Je dis pas son nom, mais ce mec-là, de toute façon, il joue plus. Mais c'est dingue, quoi. C'est à moi. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Oui. Attendez, Parce qu'il faut vraiment... on laisse la place. Ok. Parce qu'on vous connaît, donne la parole. c'est Vous avez vu le duo? Là, ça peut... Et puis vous avez remarqué, moi, je suis... Parce que moi, je suis pas comédien, mais je sais que dès qu'il y a un nœud au plateau, Ariane est capable de prendre 2 autres comédiens pour faire jouer la scène, pas pour remplacer l'acteur, pour déverrouiller l'acteur qui est sur cette scène-là et qui n'y arrive pas en fait. Oui. Le fait de voir d'autres jouer, on va le nourrir et il va tiens, je vais essayer ça. Mais d'ailleurs, il dit qu'il n'est pas comédien, mais regardez, moi je suis assis sur une chaise et lui s'est assis sur un plateau de théâtre. Là. Il est là, comme ça. Alors, la parole On vous laisse la est à parole. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des interrogations? Mais non, mais c'est bien. N'hésitez pas, N'ayez pas peur, parce que le temps n'est pas... ils ont l'air méchants, mais Donc, ils oui, sont je vous en prie. Oui, bonjour. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une affection sur le théâtre d'Asie, voilà, asiatique. Enfin, je sais pas, mais l'Inde, au Japon. Pour Ariane, c'est les sources. L'Inde, le Japon, l'Asie, c'est les sources. Enfin, moi, après, je suis pas assez pointu pour te répondre précisément, mais je sais que les références que j'ai moi, je sais que c'est vraiment ses premiers amours en fait. C'est ses premiers amours. Donc là, effectivement, elle est retournée sur des formes de ses premiers amours. Mais je peux répondre d'une manière un peu générale. Déjà, Ariane s'est tout de suite inspirée des grandes formes théâtrales du monde. Que ce soit... donc il est évident que l'Asie en général, l'Asie du Sud-Est, le Japon, l'Inde, pour tout ce qui est des formes, comme on dit, ancestrales, traditionnelles. Quand on a monté les Shakespeare, c'était au Moyen-Âge, hein, c'était Richard II, tout ça. Donc comment on va faire? Au début, on a fait un peu taverne bavaroise avec Falstaff, le tonneau, le machin. Non, on s'est inspiré. Où est-ce qu'il y avait encore des traces d'un monde médiéval? C'était au Japon. Pour la nuit des rois, on a été plus vers l'Inde, avec le Bharatanatyam, le Kathakali, pour parler de l'amour, des comédies, entre parenthèses, de Shakespeare, qui sont aussi des tragédies. l'esprit de carnaval, le changement de... Et donc, l'Asie, c'est comme la mer nourricière pour les formes de théâtre. Au Japon, le bunraku, enfin, vous connaissez mieux que moi, le théâtre no, évidemment, le kabuki plus tard, le kyogen, à Bali, là, c'est sacré, en plus le côté sacré du théâtre. Donc quand vous allez... et alors en France, on a ces formes-là, mais... ah oui, et puis pour l'écriture, c'est les Grecs. Voilà, pour l'écriture, qu'est-ce qui nous reste 400 ans, moi j'ai joué il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, une pièce d'Aristophane, Les Oiseaux, qui parle de qu'est-ce que c'est qu'un homme providentiel en pleine campagne électorale. C'est dingue que 400 ans avant Jésus-Christ, il y a un mec qui parle si bien de ça.
Sauf que le metteur en scène, il a voulu qu'on se transforme en oiseau, alors qu'il fallait prendre les punks qui étaient dans la rue, Mélenchon et Le Pen qui leur parlent. Et ça y est, on était dans les oiseaux. Les oiseaux, c'est eux, c'est nous. C'est pas des vrais oiseaux. Mais là, il fallait faire des beautés, des oiseaux. On était en oiseau. Bon, bref. Mais le texte passait quand même. Mais pour dire qu'il y a une partie très esthétique avec des empreintes, mais il y a une partie politique. Mais bien qui sûr. est toujours dans le texte. Et donc ça c'est quel est l'outil pour parler d'aujourd'hui, hein? Alors aujourd'hui, évidemment, pour parler aujourd'hui, mais théâtralement, pour que le spectateur puisse faire son travail de spectateur. Parce que vous travaillez, pendant que, vous ne le savez pas, mais vous travaillez pendant que nous on joue. C'est-à-dire que vous laissez faire par les émotions qui sont provoquées soit par les personnages, par l'humanité des personnages, ou là peut-être avec l'île d'or de la mise en scène, je ne sais pas de ce qui s'y passe, parce que moi je suis de l'intérieur, je n'arrive pas à voir, mais vous laissez faire. Nous finalement les artistes, les acteurs, on est des passeurs, nous on doit aller chercher, puiser comme ça le texte là, et on le remonte à la lumière, et vous le recevez, et en vous laissant toucher par les émotions, les rires, découvrir que vous riez au même moment que l'affreuse personne qui est assise à côté de vous, que vous détestez quand vous rentrez, rit des mêmes choses, pleure sur les mêmes choses, et vous dites, ah ben peut-être qu'on n'est pas ennemis, alors on pourrait se voir, on pourrait se parler, même si je suis tout blanc et lui il est tout noir, ben voilà, hein, et c'est ça le théâtre. Et donc l'outil, quel est l'outil pour sortir de ce putain, excusez-moi de l'expression, réalisme, hein, moi j'ai pas besoin alors il y a la télévision, je ne parle pas du cinéma, de la télé et tout ça. Je parle du théâtre. Alors aujourd'hui, il y a cette volonté de rendre réaliste le théâtre, ou de trouver, mais quand même, ils arrivent à transposer. On appelle ça, maintenant il y a un mot un peu bien, naturalisme. Mais effectivement, on ne monte pas Tchekhov comme Shakespeare, comme Euripide, comme Edward Bond, comme Wajdi Mouawad. On ne va pas tout plaquer sur une forme traditionnelle comme ça. Mais par contre, la base de l'acteur, c'est qu'il doit jouer, rentrer avec un état fort. Si tu n'y crois pas, toi, sur scène, le public, il ne va pas y croire. Hein? Si moi, je me transforme en, je sais pas, en geisha, il faut que vous y croyez. Alors, j'ai eu la chance de prendre d'avoir un cours. Parce qu'il sourit, tu as j'ai eu la chance, mais vraiment incroyable, truc dingue, j'ai jamais fait de kabuki, moi. En plus, je peux vous assurer que je suis franchouillard, pas plus quand je commence le théâtre. Donc moi, tout ce qui était katakali, tout ça, alors que j'adore ça maintenant, mais c'est quoi ça? Je déteste qu'on me dise, faut mettre la main là, faut faire ça comme ça, faut parler comme ça. Mais j'ai compris un truc énorme grâce au théâtre No et à notre maître Kinoé, qui est venue, c'est une jeune femme, qui est une grande actrice de No au Japon, ce qui est très difficile d'être actrice de No. Et j'ai compris un truc avec toute mon expérience là d'acteur, de je sais pas quel âge j'ai. Et alors il faut tenir l'éventail. Hein. J'explique, hein, David, tu me laisses un peu expliquer? Je t'en prie. Voilà. C'était pas la question, mais c'est pas grave. Non, si la question. C'est-à-dire qu'il faut tenir, vous allez comprendre. Il faut tenir l'éventail, vous voyez. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il y a une position. Il y a un pas glissé, il y a tant de pas, ça se passe comme ça. Et puis vous avez faut tenir. Et puis alors la forme c'est ça, hein. On peut la faire sans la vivre. Hop, chac, hop. Ah, mais la faire sans la vivre, c'est pas... Voilà. Alors c'est la forme. Mais là, ces gestes qui sont ancestraux, qui ont été créés par des artistes il y a 400 ans ou 500 ans, je ne sais pas combien de temps, vécus de la vie là-dedans. Et ça raconte, c'est universel. Et en fait, dans ce geste, en l'habitant, il faut oublier son moi. Son moi. Bien sûr, on est soi-même, mais pour aller vers le soi. Et le soi, c'est le fleuve de la vie. Voilà. Et c'est là que j'ai compris ce que c'était que d'être un acteur. C'est-à-dire d'aller vers nous. Alors pour ça, on a besoin d'outils. Alors les outils, d'abord on entraîne son corps. Et alors j'ai eu la chance donc de suivre un cours. Ariane m'a dit, c'est comme si tu commençais le piano avec Beethoven. Hein, parce que j'ai eu un cours avec Bando Tamasaburo. Après qu'il ait rejoué dans un appartement, on a fait un zoom.
Et puis, il m'a montré comment on marche, comment on bouge l'éventail. En tant que... C'est le Mick Jagger du trésor national vivant du Japon. Et voilà, 2 cours et il nous a fait aussi une conférence sur le kabuki. C'était énorme. Et évidemment, c'est différent, le public, c'est une nourriture. Ces gens-là c'est pas, j'ai pas l'impression, évidemment, il vit, c'est une star, mais c'est au-delà de l'ego, quoi. C'est des gens qui se font manger par les spectateurs. Et quand je reparle, bien sûr que moi je suis d'accord qu'il faut plein de metteurs en scène, plein de ce fourmillement. Il y en a qui disent que le théâtre c'est rouge, l'autre que c'est vert, que c'est jaune, que c'est machin. Mais quand même, il faut un acteur sur scène. Hein. Et ça marche, les grands metteurs en scène, quand ils ont des acteurs sur scène, qui vont se dire, bon, moi j'ai joué avec des metteurs en scène qui me disent, il faut tout montrer, c'est Ariane Mouchkine. Faut donner à entendre, faut donner à voir, faut mettre le texte devant, alors on est là, bon, comment je fais? Il faut cibler, et on se dit, faut jouer, quoi. Puis voilà, et on joue. Hein. Et puis dans la forme, dans le cadre de la mise en scène, et on se débrouille. Effectivement, il y a quelquefois, c'est pas facile parce que le gars nous met dans l'ombre, parce qu'il veut. Mais l'essentiel, c'est cette relation avec le public, pour qu'il puisse faire son travail de spectateur. Là où je suis révolté, des fois, c'est quand des metteurs en scène présentent des spectacles pour que les spectateurs consomment et non pas puissent faire leur travail. Et qu'un petit garçon comme un vieil érudit soit autant nourri par le spectacle. Voilà. Quand on jouait les Atrides, il y a des enfants de 10 ans qui adoraient quand Oreste tuait sa mère. Et ouais. Et qui étaient là. Et ils venaient, ils jouaient à ça après. Donc, vous comprenez, la catharsis, la pulsation, où il y avait Nirou qui jouait Iphigénie, qui avait quand même une trentaine d'années, et il y avait un petit garçon de 10 ans qui venait, qui lui disait « C'est toi qui joues Iphigénie ? Ah, t'es bien, hein ?» Voilà, donc, et il y croyait à fond. Et, donc, est-ce que vous avez des questions ? Il y a d'autres questions. On peut peut-être prendre 2-3 questions. Comme ça, ensuite, je passe au plateau à mon ami. Allez-y. On va en écouter plusieurs successivement. C'est très rapide. J'ai vu le spectacle hier et je me suis posé la question, après l'entracte, tu sors de la malle, après une demi-heure de jeu, ouais. la décharpe, est-ce que tu es resté une demi-heure ou plus dans la malle? Oh, d'accord. Ça va pas dire. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Ouais, une question, c'est que on voit dans les temps, il y a vraiment beaucoup d'éléments, voilà, le japonais ou même chinois, même arabe, même vraiment, comme vous dites, même Hong Kong, voilà, c'est tout ça. Moi j'adore ça, vraiment, c'est vraiment très différent. Mais est-ce que je me suis dit, est-ce que c'est un peu trop dérivant, ouais, c'est un peu trop de dérivation, enfin, c'est un peu trop séparé ou je sais pas. Voilà, une question. Beaucoup de sources, c'est dans ce sens-là, beaucoup de sources. Très dispersé, presque. Mais dans l'absolu, Alors attends, est-ce qu'il y a encore une dernière question? On prend des séries comme ça. Ouais, laissez parce que sinon on va... Pas d'autres questions pour le moment? Réfléchissez bien. Oui, Céline, oui. Est-ce qu'on a le sentiment, en travaillant au soleil, de faire partie d'un morceau de l'histoire du théâtre? Il y a un mythe par Mouchkine, il y a un mythe du théâtre du soleil. Voilà. Et une dernière question ici, après vous piocherez. Sur la phrase de Mouchkine, la traversée du désert est nécessaire pour se rencontrer. Est-ce que je peux avoir votre avis là-dessus en tant que scénographe? Est-ce qu'il faut traverser nécessairement un désert pour se rencontrer? Voilà. Ça fait 4 questions, merci beaucoup. Je réponds à la première de la malle. Tu l'expliques pour la malle? Hein? Tu l'expliques pour la malle? Pour la malle. Alors, pas vous dire la vérité. pour la malle, alors ceci est une malle. Hein. Non. Donc, sous le plateau, à l'époque, il n'y avait pas ça, mais il y a des souterrains, il y a des trucs, qui ont été construits plus tard. Et en fait, non, je vais juste quelques temps avant, je vais me positionner pour ne pas faire de bruit et de danger. Je dois y aller à 4 pattes avec un costume, sans abîmer le kimono, parce que c'est une pièce unique. Hein, voilà, donc on fait très attention à tout ça, parce qu'il y a les costumes. Et ouais, c'est étudié, mais c'est pas très haut. Hein, je suis obligé de... Et puis il y a des petits chariots, on a des petits chariots. Alors, je suis comme ça en fait, vous voyez, je suis comme ça. Oui, avec une demi-heure pour aller me foutre dans la malle.
Puis après, je sors sans faire de bruit pendant que ma compagne Dominique fait le no sur le chant de We'll Meet Again avec le costume une partie du costume de Richard II. Mais j'y vais pas tout de suite. Pourquoi? Parce que quand j'ai fini, je vais m'occuper d'ouvrir les portes, faire un changement rapide pour une des comédiennes. C'est-à-dire lui installer elle arrive, elle passe d'un personnage à l'autre, donc je l'aide à s'habiller. Et puis ensuite d'ouvrir les portes pour l'entrée de l'hélicoptère, par exemple. On est plusieurs pour que tout ça soit, il y a une toile noire qui s'affaisse, des volets qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent, l'hélicoptère qui rentre, ça se referme. Donc on se prépare, tout ça, c'est un vrai... c'est comme une piste d'atterrissage, comme un aéroport. On est là, attention, il y a la musique. Quand ils sont pas en scène, ils sont ou costumières, voilà, ou machinaux. Donc voilà. Des fois, et après, je me mets dans la malle. Il y a des rainures, c'est bien, je vois ce qui se passe. Et puis il y a la musique qui rentre, et puis j'ouvre le truc. Et puis je fais allô, Beyrouth. Bon, voilà. Donc, réponse première. Donc ensuite, Ça, c'est la scénographe qui pose la question. La deuxième question, c'est par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que raconte le spectacle. Mais en fait, si tu comprends le spectacle, en fait, elle cauchemarde. Donc ces cauchemars, en fait, c'est toutes les questions qu'elle se pose. Et les questions qu'elle se pose ne ciblent pas un sujet. Parce que malheureusement, je serais ravi qu'aujourd'hui on ne se pose qu'une question. Mais malheureusement, la population ne se pose pas une question. Les soucis qu'on a tout à chacun, les questionnements qu'on se pose aujourd'hui, mes questionnements d'aujourd'hui ne touchent pas à un sujet en fait. Donc si je devais vivre ce qu'elle vit sur le plateau, ces cauchemars dus au Covid, à la fièvre ou pas au Covid, ce que chacun va se raconter, c'est son questionnement-là, il n'est pas unique en fait. Il n'est pas linéaire. Il n'est pas linéaire, il touche plein de sujets. Parce que malheureusement, le reflet de notre époque aujourd'hui, les problèmes, il y en a plein. En fait. Donc c'est pour ça que c'est un miroir de son questionnement. Et voilà, donc ce questionnement n'est pas linéaire. Si ça répond à ta question, je ne sais pas si... Voilà. Je reviens sur la première, pour la scénographe. Effectivement, il y a des dessous qui sont assez faciles d'accessibilité. Par exemple, pour le bain des femmes et le bain des hommes, où il y a une trappe niveau -1 centrale qui elle existe depuis très longtemps. Et qui a été faite, ce couloir-là a été fait pour accéder à l'époque au nez de Seine, pour ceux qui ont vu le caravansérail, où les soies disparaissaient dans une fosse à l'entrée. Ils arrivaient en courant, et la mer, elle venait de l'arrière, et les comédiens se jetaient dans une trappe rectangulaire. Donc il y avait cet accès-là pour repartir après. Donc ça aussi, on l'a gardé, et il a servi pendant plein de spectacles. Pour le caravansérail, sur les côtés, il y avait des rampes sur lesquelles les comédiens montaient, pour aussi les mers, pour des éléments. Ces rampes-là ont été cassées, ont été recouvertes et qui ont amené des circulations que Georges ne connaissait pas, mais qui sont beaucoup moins pratiques. Donc c'est vrai que les comédiens, quand ils se déplacent en dessous, c'est avec beaucoup de précautions, et c'est parce qu'il y a très peu d'espace. En fait. Et puis après, avec un costume assez léger et simple, c'est bien. Mais voilà. Après, le trou dans lequel Georges rentre n'a pas été fait pour son costume ni son personnage à l'origine. Donc il n'a pas été dimensionné pour lui en fait. D'ailleurs, on va le changer. Et donc là, je ne suis pas sûr en plus qu'il y a dit beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire. Et donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier en fait. Mais je vois et je suis très... j'ai jamais osé le dire ça à David. Non, il a tellement de boulot que jamais... Parce que je rentre là-dedans. J'ai juste protégé tout avec mais je m'extrais parce qu'il y a vous voyez mon costume de geisha, il y a un nœud. Normalement, c'est un truc qui fait, du tissu très épais qui fait 4-5 mètres, je sais pas, et elles font un nœud qui change tout le temps. Et là, pour des histoires d'habillage rapide et tout, les costumières, c'est un costume qu'on a mis 5 mois à faire, l'air de rien. Si vous voyez comment je suis habillé dessous, pour que j'ai le col comme ça, comme j'ai pas de maquillage, on voit parce que c'est très important, la nuque dans le nœud, la perruque aussi. Hein. Au début, moi j'ai fait une perruque comme ça, j'ai des trucs dedans, pour manger, comment ça s'appelle, des baguettes comme ça, j'ai mis des fleurs, et puis petit à petit, un vrai perruquier qui est venu, qui a fait cette perruque. Mais tout ça, c'est du fait main encore, donc je dois faire très attention quand je vais dessous, c'est une pièce unique, qui a mis 5 mois à se faire. Et là, il est fait, ce nœud, il se met d'un seul bloc, on a l'impression que c'est un vrai, avec des... Et donc, quand je passe là-dessous, et donc j'ai jamais osé demander à David, mais je pense que c'est impossible, le trou n'est pas prévu. Mais du coup, encore un peu, mais c'est vrai que ça ne sera pas grand-chose. Nous, on sait qu'en général, pendant un mois et demi, après une création,
on passe ce temps-là à améliorer au quotidien les éléments de décor qui sont utilisés 1 heure par-ci, 1 heure par-là pendant la création, et qu'à partir du moment où ils sont en spectacle, sont étudiés de manière plus intense. Et donc les comédiens peuvent se rendre compte de certaines choses en fait que pendant l'exploitation du spectacle. Alors que la scène, il la répète une fois de temps en temps où il la répète pendant une journée, mais il ne manipule pas les décors. Du coup, ils ne peuvent pas se rendre compte de certaines choses qui peuvent être compliquées pendant un filage complet où les choses s'enchaînent. Donc le fait d'exploiter le spectacle fait qu'ils se rendent compte de choses qui sont incohérentes ou pas très pratiques, et qui fait que nous, pendant le mois ou le mois et demi après, pendant les premières, on sait qu'on doit venir régulièrement améliorer, changer des choses ici. Là, le fait, c'est que depuis 1 mois et demi, on n'a pas eu le temps de le faire puisqu'on est sur une deuxième création. Donc là, la deuxième création est partie hier matin. Et là, on sait qu'on va pouvoir passer le mois de décembre à améliorer les décors. Et il y a une liste qui a déjà été faite et qui va s'arranger, quoi. Mais c'est vrai que certains osent pas en fait. C'est bien qu'on soit venu aujourd'hui, comme ça j'ai appris un élément. La traversée du désert, je te laisse commencer. La traversée du désert. Alors, traversée du désert, je sais pas trop. C'est la première fois que j'entends cette phrase. C'est dans quel contexte qu'elle veut dire? J'ai écouté ça sur. Elle avait un entretien avec Laura Adler. Ah oui, ah oui. Il n'y a pas très longtemps. J'ai besoin, il est nécessaire d'avoir cette petite traversée du désert. Bah oui, moi je suis. Par exemple, moi maintenant j'ai réalisé que ça fait bientôt 50 ans que je suis acteur. Je n'avais pas capté. J'avais toujours. Voilà. Alors je me dis que j'ai gagné mon premier salaire à 18 ans, voilà, et ça fait 50 ans qu'on dit de métier. Hein. Alors au cinéma on parle de carrière, au théâtre non, moi j'ai pas ça quoi, je suis acteur. Et ce qui fait c'est pour ça que je leur rappelle, quelquefois j'agace les metteurs en scène parce que je leur rappelle que les acteurs, nous sans nous, ils n'existent pas. Nous, sans eux, on n'existe pas. On est obligé de se laisser faire par eux, leur faire confiance. Et en plus, on dépend du pouvoir, parce qu'il faut trouver à manger du boulot. Hein. Alors, quelquefois, il y a un gars qui fait des auditions, il faut rencontrer. Alors, comment rencontrer un metteur en scène avec qui on a envie de travailler sans aller faire « t'es génial, mais t'es génial, je t'adore, tu ne peux pas jouer avec moi », voilà. Donc, tout ça... c'est très complexe à gérer. C'est une vie d'artiste. Alors il y a ceux qui ont la chance, qu'on les appelle tout le temps. Tu veux pas jouer tel rôle? Non, je refuse. Non, je refuse. Non, moi je veux jouer que ça. Ou j'ai pas assez à manger. Par exemple, certains acteurs, aujourd'hui, vu ce que je joue au Théâtre du Soleil, par exemple, où j'avais l'habitude de jouer des rois, des chefs d'État, là je pourrais dire j'ai pas assez à manger dans ce spectacle. Mais si, j'ai assez à manger parce que je travaille ensemble avec mes compagnons et je fais partie de cette horlogerie magnifique. Alors la traversée, et j'en suis très heureux. C'est pas évident, hein, je suis pas un ange, moi je suis comme tout le monde. C'est-à-dire que j'ai envie de briller, qu'on me voit, et pas tellement pour qu'on me voie moi, mais pour pouvoir pratiquer mon art. J'ai besoin de jouer, quoi, de dire des... je prouverai au monde que mon cerveau est la femelle de mon âme et que tous deux ensemble ils engendrent une multitude de pensées pullulentes semblables en cela à celles de notre terre, car il n'existe pas de pensées bienheureuses. Les meilleures d'entre elles qui tendent au divin sont mélangées de doutes et dressent le verbe contre le verbe, les pensées ambitieuses. Elles trament d'impossibles miracles comme de trouer les flancs de ce monde granitique et n'y parvenant pas, elles crèvent de vanité. William Shakespeare. Donc, j'ai besoin de cette nourriture-là. Moi, je suis acteur, voilà. C'est pour laisser parler Shakespeare. Mon bonheur, c'est d'être avec vous, comme tous les autres acteurs. Hein. Alors là, la traversée du désert, moi, j'en ai eu plein. Parce que je sais pas, je ne m'y retrouvais pas. Donc j'ai aussi, parce que j'ai gagné ma vie, donc je travaillais dans les théâtres, chez les professionnels. Alors c'était important, je travaillais avec des grands metteurs en scène, mais à côté de ça, j'ai créé plein de troupes, des univers, du théâtre fait main. J'ai par exemple, la dernière chose que j'ai fait à Chicago, quelqu'un m'a appelé, je suis venu filer un coup de main. Au bout de 2 ans, on a monté Macbeth, rien à voir avec celui d'Ariane, je ne savais pas qu'elle faisait ça, avec un ensemble. Et il n'y avait pas assez d'argent pour avoir un théâtre, on a loué sous le plateau, avec les trucs qui tiennent le plateau. Et on a fait un Macbeth épique de chambre. Et comme le spectacle avait... Et moi j'avais commencé, les sœurs du destin, appelées sorcières, c'était des fémènes, des femmes qui arrivaient, le public se disait, attends, il y a des fémènes. Et puis elles commençaient comme ça, à regarder le public, à dire leurs phrases. Et puis
comme c'est des sorcières, à un moment donné, elles faisaient « Waouh !» Et puis là, il y avait la musique du rock'n'roll qui débarquait, et le roi, elle prenait un type, elle le peignait en rouge, et le roi rentrait et disait « C'est qui cet homme en sang, là ?» Et voilà, et ça a commencé avec que des acteurs, et j'espère qu'ils vont continuer. Donc les traversées du désert, c'est nécessaire, et à chaque fois, moi, j'ai une chose que je dis aux gens, attendez, laissez-moi que ça revienne. Voilà, en général, on veut toujours se retrouver en terrain inconnu. Et moi, je propose qu'on aille en terre inconnue. Et pour aller en terre inconnue, il faut traverser un peu le désert. Parce qu'on veut toujours aller en terrain connu, tout le temps, tout le temps. On veut être à la maison. Et quand la porte s'ouvre, on referme parce qu'on a peur. Voilà. Et donc, la traversée du désert, pour moi, c'est de laisser cette porte s'ouvrir, de prendre le temps, de respirer, malgré les contraintes. Après, si on a une famille ou pas, il faut avoir l'argent, vivre, tout ça. Mais on est tous pareils, quoi. On a tous les mêmes questionnements, les mêmes angoisses, la même certitude qu'un jour ça s'arrête. Et donc ces traversées du désert, je pense qu'elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires dans tous les domaines, je crois. Et comme on vit dans une société qui ne veut pas de traverser du désert, parce qu'il faut produire, et là, à la fin, on arrive et paf, on a une crise cardiaque et on s'en va. Donc oui, aux traversées du désert. Et sur la question de Céline, sur le mythe travailler, j'ai posé la même question à Peter Brook, quand il a travaillé, qui a été présenté sur Tempest Project, il ne m'a pas répondu, alors on va voir s'il répond. Sur la traversée du désert, si tu veux, pour l'instant, c'est vrai qu'il répond pas. Je réponds un peu. La traversée du désert, si tu veux, pour l'instant, j'ai pas eu l'impression d'avoir traversé un désert. Ah, mais ça va vite avec le boulot. Non, on ne parle pas du théâtre du soleil. Non, je te parle de mon parcours de vie, si tu veux. Ah oui. Mon parcours de vie, si tu veux, j'ai un parcours qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Il n'y a rien à voir. Tu dis un petit peu, parce que ça va donner des idées. Moi, je dis quoi? Je devais finir dans un bureau d'expertise comptable, commissaire aux comptes. Je me suis arrêté en route parce que je me suis rendu bien compte que ce n'était pas ce que je voulais faire. Finir assis mon cul dans un bureau, ce n'était pas ma vision de la vie, en fait. C'était pas possible. Je vais travailler de mes mains, en fait. J'ai saisi une branche pendant 6 ans sur de la photographie, où je me suis éclaté. Et puis, ça s'est arrêté. Et puis, le théâtre s'est amené à moi, mais le théâtre était déjà venu à moi en tant que médiateur culturel entre la comptabilité et la photo. J'avais pris ça comme une fenêtre comme une branche accrochée, histoire d'avoir un salaire et me dire l'endroit où je travaille est sympathique. Je faisais un peu de bureau, un peu de bricolage. Voilà. Ça a germé. Cet événement-là a fait germer la photo pendant 6 ans, où je me suis éclaté. Et puis, tout s'est arrêté pendant 1 an, où si tu veux, on pourrait appeler ça une traversée du désert, parce que j'avais rien, aucune ouverture vers moi. Mais je ne l'ai pas vécu comme ça, je l'ai vécu comme 1 an où tout redevenait possible, en fait. Tout et n'importe quoi, en fait. J'avais rien qui se proposait à moi, certes, mais à la fois, je pouvais aller vers n'importe quoi, en fait. Et un coup de téléphone a fait que je suis venu travailler au Théâtre du Soleil pour 2 mois, qui sont devenus 6 mois, qui sont devenus 1 an, et qui sont devenus 15 ans. Qui sont devenus un lieu où je travaille, où j'ai ma femme, où j'ai une fille, où j'ai fait quasiment les voyages que je voulais faire depuis tout le début, depuis très longtemps dans ma vie, et où je me dirais un jour où ça s'arrête, ça va répondre à la deuxième question, que je suis content et fier d'avoir participé à mon échelle à l'histoire du Soleil. Et à la fois, j'espère qu'elle ne s'arrêtera pas, mais on est tous conscients qu'elle mutera au départ d'Ariane. Même si, dans mes parties, même si à l'époque c'était un collectif qui est devenu quelque chose porté par Ariane, le jour où elle partira, on sait qu'il y a une mutation et on sait qu'il y aura eu un avant et il y aura un après, en fait. Donc effectivement, c'est hyper important pour moi, en tout cas, d'avoir participé à mon échelle et à mon niveau à cette aventure, c'est clair, c'est une évidence. Et ouais, une partie d'histoire, oui, c'est sûr, ça c'est clair. Parce que oui, le Soleil est oui, une chance extraordinaire, je dirais. Mais une chance qui s'est faite à moi grâce à cette année de vide, si tu veux. Alors j'appellerais pas ça une traversée du désert parce que ça a été une année qui m'a permis justement, par son flou, d'être disponible à cette aventure, en fait. Donc pour moi, j'ai pas fait de traversée du désert pour l'instant. Et j'espère que j'en aurai pas une après le départ d'Ariane, parce que tout se cassera la gueule. Et que pour retrouver quelque chose qui fasse... je te dis juste, j'espère que voilà, après son départ,
quelque chose émergera et restera, qui fait que je n'aurai pas une traversée du désert pour retrouver quelque chose qui m'épanouit humainement, professionnellement. En fait, voilà, quelque chose qui fait qu'aujourd'hui je me lève et que je traverse le lieu où je tendance à dire que je traverse une famille pour moi, si tu veux. Voilà, c'est une deuxième famille. Dans une famille, tu as des gens qui t'adorent et tu as des gens qui ne supportent pas. Tu as des gens avec qui tu es content de partir en vacances et tu as des gens avec qui tu n'as pas envie de manger à midi. Mais c'est une famille, c'est comme ça. Tu ne choisis pas ta famille, tu en profites, tu l'as subie. Et voilà. Donc tout ça. Donc j'espère qu'effectivement cette traversée du désert ne viendra pas après pour moi en fait. Voilà, c'est tout. J'ai fini. Alors pour la traversée du désert, je dois simplement dire une chose, c'est pas, pour moi, quand je parlais oui, c'est pas négatif traverser des déserts, c'est juste prendre ce temps quoi. Ça nourrit. Et se retrouver soi-même, parce qu'effectivement on est, mais le bon soi-même quoi, se dire bon qu'est-ce que je fais, et c'est vrai que l'on décide des choses à 20 ans et il y a des moments où quelque chose va nous amener ailleurs, comme l'a fait David ou moi d'ailleurs, et c'est pas fini. Et le monde est vaste. Hein, des fois, je me pose, mais pourquoi tu restes en France? Pourquoi tu es toujours en France? Bon, il s'avère que j'aime bien, en fait, finalement. C'est positif, mais souvent pendant la traversée, c'est dur. Oui, mais c'est ça où il faut. Je te dis, pour mais c'est parce que tu es nourri par. Alors, la difficulté dans la traversée du désert, c'est le ressassement. Ah oui, et voilà, puis bon, mais ça c'est... C'est ce moment-là où il faut lire beaucoup, rencontrer beaucoup Exactement. de gens, aller voir des personnes, rester ouvert. Et trouver sa famille. Comme et alors là, tu dis un truc très important, c'est un piège dans lequel je suis tombé, parfois dans les traversées du désert pas choisies, où t'angoisses. Alors c'est le moment justement de lire, de faire des choses, de rencontrer d'autres gens, et tu restes, tu es là, tu n'oses pas aller voir les gens, parce que ça se voit sur ta tête que t'es le petit canard du fond de la classe qui n'est pas joli. Je sais pas quoi. Et tu vois personne, t'es comme ça. Et puis ah ouais, t'as marqué là Richard II. Tu vas voir les gens qui détestent le théâtre du soleil. Il faut Richard II. Après, c'est spécifique à la France. Hein. Ouais, on colle des étiquettes. Mais voilà. Et sur le mythe, Georges. Alors le mythe du Georges à propos de cette. Alors c'est quoi répétez la question. Avoir participé à l'histoire du théâtre. Georges, tu es quand même sur les murs d'Avignon, tu fais 50 mètres de haut. Je ne pas 50 mètres là, tu te projettes sur moi, je ne sais pas 5 mètres. C'est parce que tu es un mythe pour moi. Quand on a sa peinture dessinée pour la vie, je suis pas le seul. Pour l'éternité, oui, vous êtes 4 ou 5. Il y a Gérard Philippe, il y a Georges, et je crois qu'il y en a un troisième. Qu'est-ce que ça fait? Même à Chambéry, un jour j'étais à Chambéry, je parlais, je vous vois là. Mais voilà, la question de Céline, elle est comment on fait pour... Voilà, qu'est-ce que ça fait? Alors, je vais essayer de répondre sincèrement, intimement à cette question. Alors, l'histoire, l'histoire, finalement, ça ne m'appartient pas. C'est d'autres qui vont l'écrire. Enfin, moi, je la vis. Il y a des gens qui vont il y a déjà des gens qui ont écrit la traduire ou pas. Mais oui, je pense que du fait d'être revenu, c'est que je suis très fier de parler avec David, avec Ariane, même si c'était pas comme ça. Hein. Ariane, à un moment donné, elle m'a bien... Et un jour, je dis Ariane, quand même, faut tenir le choc hein, devant des jeunes et tout. Non, mais Georges, un acteur comme toi, quand même, t'as pas honte, non? Enfin, limite. Et puis je lui dis, m'arrête, quoi, Ariane. Bah écoute, Georges, laisse-moi un peu de bisuter, là. T'es parti longtemps, quand même. Ça, c'est la vie de... Voilà. Hein, alors, faut assumer ces genres de choses. On sait, on connaît. Mais donc, je suis effectivement très, très fier de participer à cette aventure humaine qui est le Théâtre du Soleil, parce que si on regarde, quand moi j'étais tout jeune acteur, il y a des acteurs que je trouvais géniaux, je ne les ai jamais plus revus. Si vous saviez le nombre d'acteurs et d'actrices qui sont passés par le Théâtre du Soleil, si on arrivait à tous les réunir, mais c'est énorme. Et qui a fédéré ça? Ariane Mouchkine. Et Ariane Mouchkine, c'est qui? C'est quelqu'un, évidemment on peut lui reprocher, c'est comme le roi Sihanouk. Un jour, il était interviewé parce qu'il faisait des films sur le Cambodge et il jouait le rôle principal. Et lui, il disait, bah oui, je joue le rôle principal. Pourquoi vous jouez toujours les rôles principaux, Majesté? Bah parce que le Cambodge, c'est moi. Voilà. Donc j'ai l'impression que Ariane, sa vision du théâtre, en tout cas, c'est elle. Okay, et c'est fort.
On a besoin d'être guidé par des gens comme ça. Et Ariane est à la fois elle ne laissera pas personne abîmer une seule seconde son truc. Elle va devenir une lionne pour protéger son théâtre et son public et sa troupe. Mais elle écoute tout. Et en même temps, elle a été à une école terrible, parce qu'elle a commencé à faire du théâtre, je crois, à la Sorbonne de Paris. Elle a voulu faire une troupe, et comme c'était pas elle avait une différence avec les critères féminins de l'époque, on va dire, les mecs ont dit non, toi, tu dégages, quoi. Hein. Donc elle a été faire sa troupe ailleurs, elle est partie en voyage. Et son premier voyage, c'était en Asie. Elle a demandé à son papa un peu de sous pour aller. Il lui a dit ok, écris-moi un scénario et avec l'argent Donc elle a écrit L'Homme de Rio. Elle a copié Tintin, elle m'a dit. J'ai copié Tintin, j'ai filé ça à mon père, c'est devenu L'Homme de Rio. Et elle est partie. Oui, mais elle est partie. Elle m'a dit ça, hein, j'ai copié Tintin, j'ai filé ça, puis après ils ont vu Ils ont rajouté des scènes, ils ont rajouté des trucs, et ça a donné L'Homme de Rio, un des films les plus célèbres de France à l'étranger. Et elle est partie en Asie faire son voyage, et à chaque fois on en découvre des tas de choses avec Ariane, parce qu'elle ne dit pas tout, et elle a été au Japon. Et au début, elle est arrivée au Japon, et l'autre fois sur France Inter, on a eu une interview d'un type qui était caméraman de ce monsieur qui va dans les volcans, là. Haroun Tazieff. Ouais. Et qu'Ariane a rencontré, il dit, j'ai rencontré une étudiante qui m'a suivi, et en fait, Ariane est partie dans le nord du Japon, je ne sais pas quoi, et étudier des sorcières qui faisaient des choses Et elle a passé avec ce monsieur, ils ont filmé des sorcières dans des volcans, là-bas au Japon. Elle est revenue avec tout ça, elle a décidé de fonder une troupe du théâtre qu'elle a appelée le Théâtre du Soleil. Et il y a des gens qui l'ont suivi, des compagnons de route, des compagnes de route, et certains sont encore vivants. Et donc, être fier d'être au Théâtre du Soleil, c'est pas par rapport à ce que j'ai fait, mais c'est d'appartenir à une lignée. Et quand on sait aussi à quel point tous les artistes et techniciens et autres qui ont été au Théâtre du Soleil, qui ont aussi transmis tout ça, et pas seulement en France et à l'étranger, et ben je pense qu'au Théâtre du Soleil, il y a un fleuve, il y a quelque chose qui a irradié, enfin le soleil irradie comme ça dans le monde, et je suis très, comme David, très, très heureux, très fier d'être encore un petit maillon de cette irradiation qui, j'espère, va continuer encore très très longtemps. Et puis il y a les enfants qui naissent, hein, parce que le théâtre aussi c'est fait main, et les enfants ils voient du théâtre tout le temps, alors qu'est-ce que vous voulez, ils vont en faire aussi du théâtre après. Et puis ils comprennent très vite, hein. Ils savent quand c'est bien, quand c'est pas bien. Donc voilà, il y a... On t'arrête là, Georges, je te parle. Merci beaucoup.